Donc, ce que je voudrais vous présenter, comme vient de le dire Aurélie, c'est une forme de mini-synthèse, mini-introduction au cours que je donne normalement en licence d'introduction aux questions de soutenabilité. Donc le QR code, ça vous donne accès à l'ensemble du cours. Il y a 4 épisodes qui sont consacrés à l'espace des problèmes pour présenter un peu le sujet, que moi je vais vous faire en 10 minutes, 15 minutes. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'épisodes qui sont consacrés aux pistes de solutions par thème, et on les verra à la fin, c'est la biodiversité, le climat, l'énergie, etc., etc. Et ce que je voudrais faire là maintenant, c'est vous présenter très rapidement les grands principes qui font qu'on est aujourd'hui l'espèce qui a le plus d'impact sur la planète. Donc, tous les êtres vivants puisent de l'énergie dans leur environnement et structurent la matière grâce à de l'information. Derrière ce titre, il y a le fondement même de la vie, puisque, bon, alors moi je suis biologiste, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais d'origine, ça fait 25 ans que je travaille sur le développement durable, mais je suis biologiste de formation, donc évidemment c'est un peu teinté. Mais je pense que ça vaut la peine de commencer cette conférence par un principe qui est vraiment fondateur, qui est que le vivant, si vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'une structure d'information qui puise de l'énergie et de la matière dans son environnement pour arriver à se reproduire et se développer. Voilà, toutes les espèces font ça. Et une des particularités de certaines espèces, qu'on appelle les espèces ingénieurs, c'est qu'elles font ça aussi pour modifier leur environnement, pour que leur environnement leur soit le plus favorable possible. Donc le castor est un exemple parfait parce qu'il fait son petit barrage, hop, alors ceux qui ne voulaient pas être sous l'eau ne sont pas contents, mais c'est comme ça. Et lui, il régule l'eau, voilà, c'est une espèce ingénieure. Alors ça va sans dire que parmi les espèces ingénieures, nous on est la plus efficace de tous les temps, puisqu'on a réussi à transformer complètement notre planète, c'est ce qu'on va voir en quelques minutes. Et donc un graphe pour illustrer ça, c'est la quantité d'énergie consommée par l'espèce humaine depuis 1800. D'accord ? Donc vous voyez, alors on ne rentre pas dans le détail, c'est pas la peine, mais vous voyez que la courbe monte de façon très rapide à partir de 1950, ici. Et donc en fait on est passé de 1 milliard d'habitants à 8 milliards d'habitants, et puis on est surtout passé de 2 milliards à 8 milliards depuis 1950. C'est-à-dire que la population humaine a été multipliée par 8 depuis 1800, mais la quantité d'énergie a été multipliée par 32. Donc notre développement, l'ensemble du métabolisme, donc encore un mot biologique, l'ensemble des réactions qui composent l'organisation de notre vie, est fondamentalement dépendant d'une quantité astronomique d'énergie. Et c'est donc la capacité de notre espèce qui est un peu particulière par rapport aux autres, c'est qu'elle est capable de puiser énormément d'énergie pour pouvoir faire ça. Alors, ça a amené un développement au sens économique du terme extraordinaire, évidemment. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la pauvreté s'est complètement effondrée et aujourd'hui, même si ça stagne un peu, on a quand même l'extrême pauvreté s'est quasiment effondrée sur l'ensemble de l'humanité. L'éducation a augmenté absolument partout. La capacité l'alphabétisme et la capacité à faire des études a aussi augmenté de façon partout. La démocratie, même si en ce moment on vit une période un peu particulière, a depuis les années 40 cessé d'augmenter. Les vaccinations ont aussi augmenté de façon importante, ce qui a un lien avec, donc si vous voulez, sur la santé, sur le droit, sur les capacités des gens à se développer. Si on prend tous les indicateurs de développement humain, on a une croissance très forte, en particulier depuis 1950, qui est corrélée à ce niveau de développement. Donc le développement au sens classique du terme en économie a très très bien fonctionné au cours du XXe siècle. Alors, il y a un papier qui a une vingtaine d'années maintenant, qui est très connu dans le milieu des études sur le développement durable, le papier de Stephen et de ses collaborateurs, qui montre qu'en fait, cette période, quel que soit l'indicateur qu'on prend, on va avoir à peu près la même courbe, qui est une sorte de courbe exponentielle, où 1950 marque un peu la rupture. Et vous voyez que ça soit... Alors, le PIB que donc tout le monde connaît, que ce soit la quantité de la population, que ce soit le taux d'urbanisation, que ce soit la quantité de barrages, le nombre de lignes pour ferroviaires, etc., etc. Vous prenez tous les indicateurs que vous voulez, ils suivent à peu près tous la même courbe, une grande accélération. Et donc cette période, on l'appelle la grande accélération. Voilà, c'est pas très original, mais depuis 1950, l'être humain a changé de régime, si vous voulez, parce que grâce à cette énergie phénoménale, il a pu développer une quantité extraordinaire de matériel qui a permis le transport d'informations, de matière, d'énergie, de personnes, et faire tout un tas de choses qui fait qu'on est aujourd'hui dans une modernité qui est un peu à l'apex, qui est un peu le point culminant de ce type de choses.
Alors bien sûr, comme vous le savez, le bas blesse, c'est qu'en fait une très grande partie de cette énergie, c'est-à-dire 80% aujourd'hui, est en fait une énergie fossile qui émet des gaz à effet de serre. Hein. Donc là, c'est ici, si on prend le charbon, le pétrole et le gaz, on a bien nos 80%. Il faut savoir que ces 80%, ça fait 10 ans que ça dure, enfin 15 ans que ça dure. Et avec tous les développements des renouvelables et du nucléaire, on n'a pas réussi à diminuer ce taux. Donc là, j'ai mis en... Qu'est-ce que ça représente? Ça représente 11 millions de litres de pétrole par minute. C'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est quand même, à l'échelle de l'humanité, c'est beaucoup. Alors, les gaz à effet de serre, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de vous les présenter, mais enfin, c'est des petites molécules qui se mettent dans l'atmosphère et qui réchauffent l'atmosphère, et ce qui produit les problèmes de changement climatique. Ça, c'est une image pour comprendre, parce que souvent on dit, bah oui, mais enfin 1 degré, 1,5 degré, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. C'est vrai qu'à l'échelle de la journée, ou même de l'heure, 1 degré, c'est rien du tout. Mais en fait, 1 degré ou 1,5 degré ou 2 degrés, ce qu'on entend tout le temps, c'est la moyenne sur toute l'année et sur toute la Terre. C'est-à-dire aussi les océans, qui sont eux là pour au contraire refroidir. Donc si vous avez 1,5 degré en moyenne sur toute l'année, sur toute la Terre, ça veut dire que par exemple chez nous c'est plutôt 4 à 5 degrés de différence par jour, et au pôle c'est plutôt 8 degrés par jour. C'est ça que ça dit, puisque c'est une question de moyenne. Alors cette courbe est beaucoup plus, à mon avis, parlante, c'est-à-dire que si vous prenez les 2000 dernières années, en moyenne, il a fait un climat qui n'est pas du tout le même que celui sur lequel on va, et puis la courbe est exponentielle, donc ça va beaucoup plus vite. Alors une autre manière de dire que le problème du réchauffement climatique est un vrai problème, c'est ce papier dans Nature qui a quelques années maintenant, c'est de se dire, en fait, comme on sait à peu près quels sont les problèmes posés par les réchauffements climatiques, on peut se dire, si on atteint 1,5 degré ou 2 degrés ou 3 degrés, qu'est-ce que ça va donner? Alors ça, c'est une infographie pour le représenter. Un petit point, c'est 10 millions de personnes. D'accord? À 1,5 degré, les gens qui vont vivre des problèmes de stress hydrique, c'est 3,3 milliards de personnes, donc ça représente un nombre de petits points qui est quand même assez conséquent. Ceux qui vont être exposés à des canicules ou des problèmes de température, c'est presque 4 milliards de personnes. Et puis, etc., il y a d'autres mini-problèmes, comme par exemple le fait d'avoir des problèmes de chute des rendements agricoles ou la dégradation de l'habitat. Ça, c'est à 1,5 degré. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à 2 degrés, les quantités sont beaucoup plus importantes. Et à 3 degrés, les quantités sont beaucoup plus importantes. Et puis, évidemment, les choses se multiplient parce que si vous commencez à avoir des problèmes agricoles, c'est des problèmes de famine, etc., etc. Donc, ça, c'est une vision très simplifiée des problèmes les plus évidents qui ensuite se croisent et puis s'amplifient. Donc, ça, c'est pour le problème du climat. Et on voit bien qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir atteindre net zéro, c'est-à-dire s'assurer qu'on ne réchauffe plus le climat, puisque chaque tonne de gaz à effet de serre qui part dans l'atmosphère s'accumule et pour la plupart reste pendant très longtemps. Alors, cette grande accélération, c'est une sorte de manière de le présenter, elle fonctionne très bien pour les indicateurs de développement humain, elle fonctionne aussi très bien pour les indicateurs d'appauvrissement ou de détérioration de l'environnement. Donc c'est le même papier, c'est la même figure, simplement je vous ai mis les deux moments à un moment donné. Donc le premier, on a vu, c'était le développement humain. Et là, c'est le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça c'est l'acide nitreux, le méthane, donc l'acidification des océans, la quantité d'azote qui se retrouve dans les côtes et qui provoque l'eutrophisation et les marées d'algues vertes, la perte de forêts tropicales, etc. Donc en fait, notre développement se fait grâce ou au détriment ou aux dépens de tous les autres écosystèmes et induit un certain nombre de pollutions qui posent pas mal de problèmes. Donc c'est les deux faces d'une même pièce, si vous voulez. Alors pour le visualiser, deux phrases. La première, nous avons domestiqué la terre. Ça veut dire quoi? Ça, vous voyez ce que c'est, hein, c'est une grande exploitation agricole. Et ça, ce sont des vaches. Hein, c'est pas chez nous, mais je crois que ça, c'est au Brésil. Vous auriez le même au Texas. Vous voyez un peu l'étendue. Alors ça, c'est un petit schéma pour essayer de mettre en chiffres ce qu'on vient de voir. Ça, c'est la terre. Là, il y a de l'eau, donc on va peut-être pas s'y occuper. Ça, c'est la terre de la Terre, hein, la surface émergée, dont 70% est habitable. Le reste, c'est des glaciers, des montagnes, des déserts. Dans les 70% qui sont habitables, la moitié,
est consacrée à l'agriculture. D'accord. Et sur cette moitié qui est consacrée à l'agriculture, plus des 3/4 sont consacrés à l'élevage, et en particulier l'élevage de bovins. D'accord. Donc quand on vous dit qu'il faut arrêter de manger de la viande rouge ou qu'il faut en manger moins, c'est pas simplement parce que le rot des vaches produit du méthane, c'est aussi et surtout parce qu'en fait, ils colonisent la terre. La quantité de bovins qui colonisent la terre est telle que ça pose un problème à la fois de surface, d'eau, de déchets, de nourriture, parce qu'il faut les nourrir, etc. Donc en fait, grosso modo, la plus grande partie de la Terre, aujourd'hui, sert à nous nourrir. Alors une autre manière de voir ça, c'est que si on prend l'ensemble des mammifères du monde, j'inclus les baleines et les éléphants, hein, voilà, et qu'on prend, justement, les éléphants sont là, les baleines sont là, c'est-à-dire que si vous avez tous les mammifères sauvages sur Terre, là vous avez tous les mammifères sauvages dans l'eau, d'accord, et tout le reste, c'est des humains ou de la nourriture pour les humains. Ouais, ça, c'est le pourcentage des mammifères sur la planète. Il ne reste plus que 4% de mammifères sauvages en poids par rapport à l'ensemble des mammifères mondiaux. D'accord ? Donc on a complètement domestiqué la Terre. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on va aller plus loin. Oui, effectivement, on peut aller plus loin. On peut se dire qu'on ne va pas faire 4, on va faire 3 ou 3,5. Enfin, on a quand même atteint la limite maximale de ce qu'on peut faire comme développement. Et c'est pour ça qu'il faut repenser. Quand je vous dis qu'on a atteint la limite maximale, c'est ça que ça veut dire. Après, il n'y a plus que des vaches sur Terre. On arrête. Voilà. Alors ça, j'ai la même avec les oiseaux, mais on gagne du temps. Hein. Enfin, vous voyez le principe. Donc ça, c'est des travaux sérieux, hein, faits par des chercheurs au Weizmann, dans le laboratoire de Ron Milo. Et c'est vraiment des résultats très intéressants. Alors on l'a pas seulement domestiqué, on l'a aussi artificialisé, puisque Paris est un bon exemple, puisque c'est l'une des villes les plus denses et les moins vertes du monde, donc il n'y a que du bitume et on voit bien les problèmes que ça pose. Donc ça c'est Mexico City, alors là c'est pas pareil, vous avez beaucoup d'espace, donc vous pouvez coloniser à grand espace. Les villes américaines, certaines sont aussi très étendues, je pense à Los Angeles par exemple. Il y a d'autres éléments qui permettent de comprendre la dimension de ce que c'est que notre développement. Ça c'est une mine en Sibérie, le trou. Mais pour avoir une idée de ce que c'est que cette mine, il faut imaginer que ici, par exemple, ce sont des bâtiments qui font 10 étages. Voilà. C'est quand on donne l'échelle qu'on comprend mieux ce que ça représente. Donc en fait, la capacité qu'on a à mobiliser de l'énergie, quand on vous dit qu'on est une espèce ingénieure, on est une espèce ingénieure à une échelle qui est vraiment extraordinaire, au sens premier du terme. Donc on est capable non seulement de faire des trous, mais aussi de créer des espaces complètement originaux, nouveaux, comme Oostvaardenplassen en Hollande, le Flevoland, ou à Dubaï quand ils font des îles artificielles. Donc on est véritablement une force géologique, une force, c'est ce qui a donné le nom de Anthropocène que vous avez probablement sans doute entendu, c'est-à-dire que c'est l'ère de l'homme, c'est l'ère où l'homme est une force géologique. Et en voilà quelques illustrations. Alors, 2 chiffres pour vous donner d'autres exemples sur je vous ai parlé de la matière dont on capte les ressources, la surface, les terres agraires, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on émet des polluants. Et on a parlé des gaz à effet de serre, je vous en donne d'autres exemples. Aujourd'hui, il y a plus de plastique sur Terre qu'il y a d'animaux. Il y a 2 fois plus de plastique en poids. Il y a 8 gigatonnes de plastique en poids, il y a 4 gigatonnes d'animaux. Et il y a plus de béton que d'arbres sur la planète, en poids. Vous prenez l'ensemble des forêts du monde, vous mettez tout ça dans une balance, et vous mettez de l'autre côté l'ensemble du bitume, en l'occurrence des bâtiments, des buildings sur l'ensemble des villes du monde. On a réussi à créer plus de villes, entre guillemets, en poids que d'arbres. Et le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est 2022, la quantité de déchets électroniques produits par an, c'est l'équivalent de 6000 tours Eiffel en poids. Une tour Eiffel, ça fait à peu près... une tour Eiffel, c'est à peu près 10 000 tonnes. Donc c'est pour essayer de vous donner des ordres de grandeur. Parce qu'évidemment, chacun, quand on fait à titre individuel, on fait peu. Mais comme on est 8 milliards, la somme fait beaucoup. Et donc ça vous donne des idées. Et puis évidemment, on ne fait pas tous pareil, mais ça vous donne des idées, des ordres de grandeur. Alors la résultante de ça, évidemment, c'est que ce n'est pas simplement les mammifères où il n'y a plus que 4%, c'est que fondamentalement, le vivant, le tissu vivant qui
qui assure notre survie. Hein. Nous dépendons entièrement du vivant. Sans le vivant, on ne peut pas se nourrir. Le vivant est en chute libre, et vous avez entendu parler de la 6e extinction de masse. Il y a fondamentalement près d'1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction, alors pas tous au même niveau, mais certains groupes de plantes, les amphibiens, certains mollusques, etc., sont particulièrement touchés. Alors tout ça vient en grande partie, pour ça on est chez Citeco, donc on va resserrer un peu sur l'économie, mais vient en grande partie du fait que notre modèle économique est un modèle extrêmement primitif qui n'existe pas dans la nature, qui est un modèle linéaire. On prend de la ressource, on la transforme, on la distribue, on la sert, et puis ensuite on en fait des déchets. Et ces déchets, personne ne les utilise, ou aucun organisme ne les utilise. Et alors, bon, c'est parce que tout est à peu près comme ça. Hein. Là, vous mettez le CO2 pour les gaz à effet de serre, et en fait, on ne l'utilise pas. Donc. Mais dans la nature, c'est pas comme ça, parce que comme l'évolution est beaucoup plus lente, que ce n'est pas simplement en 50 ans qu'on a réussi à tout transformer, les autres organismes s'adaptent et prennent le temps de s'adapter pour faire des ressources des uns, pour faire des déchets des uns les ressources des autres. Et vous avez et donc la richesse et la complexité des écosystèmes, c'est le fait que chacun se nourrit de l'autre ou de ce que produit l'autre. Et nous, on n'a pas encore cette possibilité-là, parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de bactéries mangeuses de plastique pour prendre cet exemple-là. Même si elles arrivent, elles mettront peut-être des centaines ou des milliers d'années avant de se développer. Donc ça vous donne un peu le cadre général des problèmes que pose notre mode de développement. Et pourtant, nos modes de développement, ils suscitent bien des envies et bien des convoitises qui sont très légitimes d'une grande partie de la population qui n'y a pas encore accès. Et les besoins de développement sont encore très importants. Alors là aussi, donc de l'autre côté de la balance, je vous donne quelques exemples. Même si de plus en plus de personnes sont sorties de la pauvreté, il en reste, et donc il y a encore des gens qui vivent avec moins de $2 par jour, il y a encore un nombre très important de gens qui vivent avec moins de $5 par jour, ce qui évidemment n'est pas possible, ou en tout cas n'est pas satisfaisant pour les besoins de tout un chacun. Le nombre de personnes qui vivent sans électricité a considérablement diminué, mais enfin il reste encore important, c'est de l'ordre de 800 millions de personnes. Et plus inquiétant, le nombre de personnes qui sont mal nourries, alors que ça avait bien baissé, est en nette reprogression depuis quelques années. Et là encore, même si c'est qu'une partie, une fraction de la population, ça reste un problème. Donc, même s'il y a beaucoup de pays qui ont franchi le cap du développement et qui ont fait leur transition, un certain nombre, et parmi eux un certain nombre en Afrique avec des populations très importantes, ont encore des besoins qui sont très importants. Donc si on veut synthétiser ce que j'ai dit jusqu'à présent, en 2 générations, l'humanité a dépassé la capacité de la Terre à soutenir ses activités de manière stable. C'est dû à des progrès scientifiques et techniques très importants. Notre développement, c'est essentiellement basé sur un progrès extraordinaire. Ça conduit à un prélèvement des ressources naturelles non renouvelables très important. Et ça a conduit à des impacts d'activité humaine sur la géologie, l'environnement, le climat et les écosystèmes terrestres. Ce qui fait que la prospérité humaine, qui n'est pas exactement la même chose que le développement, on va y revenir, mais qui souvent est confondue, la prospérité humaine passe par le développement économique. Aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga, mais il y a de bonnes raisons à ça, mais on va voir que ce n'est pas que. Ça nécessite beaucoup d'énergie et ça transforme le métabolisme de la biosphère au point que, aujourd'hui, on diminue la capacité de la Terre à nous accueillir. Donc on est dans une sorte de boucle de réaction où notre développement impose à la Terre un système qui est en train de limiter sa capacité à continuer à nous aider. Alors ça a amené un certain nombre de gens depuis les années 70 à réfléchir à d'autres modèles de développement ou de correction de tir, entre guillemets. Le dernier en date que vous connaissez peut-être, c'est celui de Kate Raworth avec son livre sur la théorie du donut. Fondamentalement, depuis les années 70, c'est toujours à peu près les mêmes idées qui émergent, c'est-à-dire qu'il faut repenser la notion de développement et la manière dont on a de le concevoir pour pouvoir être plus en phase avec ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires, que je ne vais pas avoir le temps de développer ici, mais que vous pourriez trouver dans mon cours si ça vous intéresse, qu'on appelait autrement avant, peu importe. C'est la notion de développement durable ou de développement soutenable.
Et cette idée, elle est assez simple, c'est que si on prend les grands paramètres des écosystèmes, on est en train de dépasser les plafonds, donc il faut arrêter de dépasser ces plafonds parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Pour autant, on se doit d'assurer tout ce qu'il faut pour assurer une vie humaine digne et prospère à l'ensemble de l'humanité, parce que ça crée si ce n'est pas le cas, ça crée des tensions qui de toute façon nous ramènent à la case 1. Et donc cet espace, l'espace juste pour l'humanité, il est à trouver entre le plafond environnemental et le plancher social. C'est une image, mais ça se traduit dans des indicateurs et ça donne une idée de ce qu'il faut faire. Donc ça, cette théorie du donut, c'est une manière de voir les choses. Le papa des limites planétaires, Johan Rockström, qui est un des plus grands scientifiques sur la question aujourd'hui, le dit un petit peu autrement, mais c'est pareil. L'abondance à l'intérieur des frontières planétaires exige un profond changement d'état d'esprit. Pas une croissance sans limite, pas une croissance limitée, mais une croissance dans les limites. C'est-à-dire qu'il s'agit de trouver comment est-ce qu'on fait croître, et puis on va voir tout de suite, dans quelques minutes, qu'est-ce qu'il faut faire croître. Mais qu'est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce qu'il faut faire croître? Cette question, elle se pose, mais elle se pose en ayant intégré qu'on ne peut pas le faire avec le modèle actuel qui a déjà atteint un certain nombre de limites et qui ne peut plus continuer à le faire comme ça. Alors pour ça, sur ce petit schéma, je vous présente les 3 grands endroits sur lesquels on peut faire quelque chose. La plupart, c'est ce qu'on va voir maintenant, la plupart de ce qui a été fait, c'est essentiellement entre comment est-ce qu'on découple l'activité économique et les ressources. Alors c'est par exemple l'économie sobre, l'économie de la data, l'économie des services, l'économie dématérialisée, tout un tas de mots qui ont fait florès depuis 30 ou 40 ans. On pensait qu'on allait utiliser beaucoup moins de ressources parce qu'on rentrait dans l'âge du numérique et de l'information, par exemple. Bon, force est de constater qu'on a tous des ordinateurs et puis des portables et puis d'autres choses, etc. Et en fait, on utilise beaucoup de ressources pour les minéraux qui sont à l'intérieur de nos portables. Mais il y a une question là qui est comment est-ce qu'on fait pour faire plus de croissance avec moins de ressources. Il y en a une autre qui est le découplage des impacts. Produire la même quantité de valeur, là aussi c'est une question qu'on pourra se poser, mais en ayant beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Donc ça c'est un autre découplage qui n'est pas forcément complètement exactement le même que le deuxième. Et puis il y en a un troisième qui est rarement adressé, mais qui est probablement l'un des plus importants, qui est celui-ci, qui est le découplage entre la satisfaction de vie, le bien-être, le bonheur, la capacité à se sentir humain et être content d'avoir progressé en tant qu'être humain, et le fait que le PIB a augmenté ou que la quantité d'argent que l'on gagne a augmenté. Ça c'est un découplage qui, là aussi, existe depuis les années 70, depuis Ignacy Sachs, c'est le fondement même du développement durable, depuis le rapport Meadows, depuis les années 70, en particulier 70 ou 72, tous ces concepts-là ont été posés et des économistes ont travaillé sur comment est-ce qu'on découple tout ça. Moi, je n'invente rien, je vous raconte juste des choses qui ont été faites par des gens plus savants que moi. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Ça va pour l'instant? Ouais. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail dans les deux grandes parties. Une première qui est regarder rapidement ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et puis ensuite, on regardera un petit peu ce qu'on peut faire à ce niveau-ci. Alors, je voulais commencer par les lois de Daly, parce que c'est un peu historique. Herman Daly, est-ce que quelqu'un sait qui est Herman Daly? Non. Donc Herman Daly était un économiste américain, une des personnes les plus savantes sur les questions de développement durable, qui a posé ces lois au début des années 80, ou fin des années 70, je ne sais plus, qui a été économiste à la Banque mondiale, qui a essayé de beaucoup faire là-dessus. Et ces 3 lois, entre guillemets, sont des lois de bon sens une fois qu'on a compris cette question des limites, mais qui n'est pas, évidemment pas prise en compte de façon traditionnelle dans la théorie classique de l'économie, puisque l'économie ne prend pas en compte la question des ressources, comme vous le savez. En tant que telle, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le corpus théorique. Donc ces lois sont très simples. Les ressources renouvelables ne doivent pas être utilisées plus vite qu'elles ne se régénèrent. Ouais, ça paraît relativement évident. La deuxième est aussi très simple. Les ressources non renouvelables ne doivent pas être utilisées plus rapidement que les substituts renouvelables ne peuvent être mis en place. C'est un petit peu plus compliqué, mais on voit bien le principe. Et la troisième, la pollution et les déchets ne doivent pas être émis plus rapidement que les systèmes naturels ne peuvent les absorber. Donc fondamentalement, c'est se baser sur le principe du vivant et voir qu'est-ce qu'on peut faire qui va provoquer des problèmes et les problèmes qui vont se résoudre à la vitesse à laquelle on les crée. Voilà.
Donc c'est vraiment des questions de bon sens. Il est évident que ces 3 lois ne sont pas du tout appliquées dans l'économie, mais ça donne des idées des grands principes directeurs qui sont issus du bon sens. Alors on revient sur les leviers systémiques, sur ces découplages. On va commencer par les 2 premiers. Premier levier systémique majeur pour transformer notre économie, c'est celui dont vous avez probablement entendu parler. Alors j'ai mis pêle-mêle un certain nombre de notions, mais elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Encourager la sobriété, encourager la circularité, donc faire moins, faire tourner, assurer une croissance exponentielle des énergies carbonées. Là, je suis un petit peu provocateur parce que oui, on a besoin de croissance, surtout pour des choses qui vont nécessairement transformer le système actuel. Et puis soutenir l'innovation, et je vais y revenir. Donc, il y a énormément de paramètres dans l'économie classique qui peuvent être changés, qui doivent être changés, sur lesquels les policymakers travaillent d'arrache-pied dans différents pays. C'est la partie la plus classique de ce que je vais vous présenter. Alors, pour bien comprendre ça, le plus simple, ça reste encore l'énergie, parce que c'est le fondement de beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous imaginez que toute l'énergie qu'on doit utiliser pour les transports, l'industrie, les bâtiments et les services, s'il faut la transformer pour qu'elle soit à bas carbone, que ce soit avec des renouvelables, que ce soit avec du nucléaire, une combinaison des deux, etc., il est évident que plus c'est gros, plus c'est difficile à transformer. Enfin, plus vous avez besoin d'énergie, plus il va être difficile de le transformer. Donc la première des choses à faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réduire au maximum la quantité d'énergie dont on a besoin pour ensuite la transformer. Ça permet de s'assurer qu'on est sur quelque chose qui est plus faisable que de se dire on va accroître de toute façon ça de façon très importante et on verra après si on est capable de le transformer. On voit bien qu'il y a une sorte de logique dans le principe. Donc il y a bien besoin d'économie d'énergie, et c'est très clair, et donc toutes les sufficiency ou la sobriété, etc., c'est important, d'accord. Mais on voit aussi qu'on a de toute façon besoin d'innovation technologique pour transformer le système, parce que c'est pas parce qu'on l'a réduit, d'accord. Si vous arrêtez tous de vivre demain bien pour protéger l'environnement et que vous utilisez moins d'énergie et qu'on a donc 80 à 90% de l'énergie d'avant, elle est toujours carbonée. Donc on n'a pas à changer grand-chose. Voilà. Donc il faut faire les deux. Et ça, c'est dit dans un autre papier de l'Agence internationale de l'énergie, qui est que si on veut atteindre net zéro d'ici 2050, sur les différentes trajectoires, il y a grosso modo 3 constituants. Déployer les énergies bas carbone, c'est-à-dire les énergies renouvelables et le nucléaire. Changer de levier de consommation, essentiellement pour éviter que ça croisse, parce que c'est pas tellement de réduire. Nous, on peut réduire un peu, mais il y a beaucoup de pays en voie de développement qui vont de toute façon augmenter. Donc au final, cette portion-là, elle est faible. Et même pour 2030, il y a une partie des technologies qui ne sont pas matures, il nous en manque. Pour 2050, la moitié des technologies ne sont pas matures. Alors, il y a plusieurs manières de regarder ce graphique. Il y en a une qui est de dire, donc ce qu'il faut, c'est réduire de façon complètement drastique la consommation énergétique partout. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et on est dans un pays tellement riche qui a une énergie quasiment zéro carbone, 20 grammes, c'est très très peu, grâce au nucléaire. Donc nous, on peut se permettre de faire des choses assez remarquables, mais dans beaucoup de pays, ils ne peuvent pas. Donc ça c'est à l'échelle du globe. À l'échelle du globe, de toute façon, on a besoin d'une innovation sans précédent. Donc c'est une combinaison une combinaison de la maîtrise de la consommation, changer nos comportements, retirer le superflu, voir ce qu'on peut faire avec moins, etc. Un déploiement le plus rapide possible des technologies bas carbone. Donc le plus rapide possible, ça veut dire user des leviers positifs du capitalisme, à savoir être capable de déployer très vite à très grande échelle. C'est pas avec des petites coopératives à droite à gauche qu'on va déployer des panneaux solaires qui vont bien. Il faut vraiment utiliser des politiques internationales et nationales à une échelle absolument sans précédent et investir dans l'innovation, là encore à l'échelle de la planète, de manière à transformer nos systèmes. Et ça, c'est que pour la partie énergétique. Et là, vous voyez quelque chose que je vais essayer de redire, parce que je pense, s'il y a un message qui me paraît important de transmettre, c'est celui-ci. C'est que souvent, quand vous allez entendre parler de solutions, vous allez avoir des gens qui vont vous dire c'est A ou c'est B, et en général, ils ne s'entendent pas, ils se tapent sur la tête. Voilà. Ça, c'est à peu près la moyenne. Je pense que c'est très, malheureusement, orchestré en grande partie par le fonctionnement de notre système médiatique, qui lui-même dépend de la façon dont notre cerveau fonctionne, mais peu importe. C'est fondamentalement faux. Il faut toujours
A plus B plus C plus D plutôt que A ou B ou C ou D. Voilà. Si vous retenez ça et que vous l'appliquez tous les jours à la lecture des news, je pense qu'on va changer de société. Je le pense profondément. Alors, pour vous donner une autre image de ce que je raconte, ça c'est le système énergétique, en très simple, hein, mais vous avez beaucoup, à l'échelle mondiale. Nous, encore une fois, on a du nucléaire. Mais vous avez du pétrole, du gaz et du charbon qui permet de produire des carburants, de la chaleur et de l'électricité, et c'est ça qui fait tourner notre système de vie. C'est aussi simple que ça. Alors, le grand défi, c'est de remplacer tout le pétrole, le gaz et le charbon par des sources d'énergie bas carbone. Alors, il y en a plein, hein, parce qu'il y a plein d'énergies renouvelables différentes, et puis il y a du nucléaire, mais il faut savoir que les énergies renouvelables, elles ne sont pas forcément toutes disponibles partout, etc. Ça pose tout un tas de sujets. Et en fait, là, on avait quelque chose de très simple. Vous faites cramer quelque chose, vous utilisez l'énergie qui est utilisée. Le rendement est très mauvais. Le rendement est très mauvais, on gaspille énormément d'énergie en faisant ça. Mais c'est très facile. Donc voilà, on fait ça. Il faut passer à ça. Et en fait, cette figure-là, elle ne vous dit pas bien pourquoi c'est compliqué. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué, parce qu'en vrai, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Voilà. Je ne vais évidemment pas rentrer là-dedans. Il y a 1h30 de cours là-dessus pour rentrer là-dedans si vous le souhaitez. La seule chose que je veux que vous reteniez, c'est que si c'est aussi compliqué de changer de système énergétique, c'est parce que structurellement, les énergies fossiles sont une sorte de condensé énergétique très riche, et c'est ce qu'il y a de plus facile. Et donc changer et passer à un autre modèle, c'est extrêmement compliqué. La bonne nouvelle, c'est que ça fait plus de 30 ans qu'on y est, et qu'aujourd'hui, les technologies sont matures, et que la vitesse à laquelle se développent les renouvelables, en particulier le solaire et l'éolien, donne de très bons résultats, en particulier aux États-Unis et en Chine. Bon. J'en dirai pas plus là-dessus. La seule chose, c'est que, parce que quand on vous présente toujours la fin du monde, je voudrais vous présenter des choses qui vont bien, parce que ça existe aussi. Ça, c'est l'Angleterre, mais j'aurais pu prendre la France, ou j'aurais pu prendre quasiment la plupart des pays européens. Ça, c'est la croissance du PIB, d'accord, depuis les années 90. C'est la production industrielle en Angleterre, la quantité de CO2 émise, et puis la quantité de CO2 émise basée sur la consommation. Ça veut dire qu'on intègre aussi tout ce qui vient de la Chine. Donc c'est pas simplement qu'on a délocalisé les usines, c'est que l'économie anglaise s'est découplée, d'accord, de la quantité. Donc le PIB croît, les émissions de gaz à effet de serre décroissent, et c'est vrai. En France, c'est le vrai aussi, moins. Pour une bonne raison, c'est que nous, notre énergie, elle est déjà décarbonée. Notre électricité est déjà décarbonée. Mais, donc on a un temps d'avance sur les Anglais, entre guillemets, mais pareil, on décroît aussi, et l'Allemagne aussi, même si ils ont arrêté le nucléaire et que ça leur a posé des problèmes. Donc, globalement, les économies avancées, les économies les plus riches, ont les moyens de commencer une transition énergétique qui donne de bons résultats. Simplement, ça ne va pas assez vite. Donc quand vous entendez les gens qui ne sont pas contents à chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ça bien, c'est parce qu'on ne fait pas ça assez vite. Ce n'est pas la même chose. Hein, et il y a quand même beaucoup de pays où la question ne se pose pas encore. Donc il faut relativiser aussi les messages qu'on entend. Alors j'en viens à le deuxième. Alors, décarboner l'économie, c'est bon, on l'entend partout. Voilà ce que ça veut dire en images, si vous voulez. La deuxième chose, c'est circulariser l'économie. Je vais aller plus vite parce que j'imagine que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Vous vous souvenez de l'économie linéaire que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, simplement, l'économie circulaire, c'est de se dire qu'on va essayer d'imiter la nature et de faire que les déchets qu'on a à la fin, on trouve un moyen de les rendre utiles dans l'économie, et donc ça évite de prélever moins de ressources. Et donc on fait mieux avec moins, et donc ça permet d'abaisser un peu les courbes. Bon. Alors, il y a tout un tas de leviers d'action. Là aussi, vous avez le QR code du cours à la fin, si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. J'ai 1h et demie là-dessus, je prends des exemples sur l'ensemble de ces points. Le cours est gratuit, hein, je vous dis, c'est juste... et vous avez le droit de ne pas le regarder non plus. Hein. Mais c'est juste, si ça vous intéresse, c'est pas mal. En tout cas, les étudiants l'aiment bien. Donc, dans le cycle, il y a plein de moyens de faire. Et c'est ce qu'on voit dans cette nouvelle économie dont on entend beaucoup parler. En fait, maintenant, on s'en rend même plus compte parce que c'est rentré progressivement dans les usages. Mais typiquement, le Vélib, c'était un truc complètement aberrant il y a 20 ans. Bon, ben maintenant, il a disparu. Maintenant, il y en a à Flores. On ne sait plus quoi faire tellement il y en a. Des trottinettes, des machins. Donc, les trucs en autopartage, ça a très bien marché. Ça a été inventé à La Rochelle dans les années 70.
Et ben maintenant, il y en a aux quatre coins du monde. Donc on peut partager des choses, on peut réparer des choses, on peut réutiliser les choses, on peut les remettre à neuf, on peut faire du upcycling, utiliser des choses qui sont considérées comme des déchets et puis les remettre. On peut aussi changer les normes de manière à ce qu'on ne jette pas les oranges parce qu'elles ont un tout petit point noir. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour abaisser la quantité de matière dans l'économie et donc éviter qu'à l'entrée, on prélève encore plus de ressources pour produire des biens qui doivent être sous un certain standard. Et ça, c'est intéressant parce que, en tant que consommateur, en tant que monsieur et madame tout le monde, en tant que qu'est-ce que je fais moi dans ma vie, eh ben, tous les jours, on peut se dire, ah bah oui, c'est vrai que finalement, je fais plutôt ça, mais si je faisais ça comme ça marcherait aussi. Et de fait, c'est ce qu'on voit, des changements culturels qui redirigent un peu l'économie parce que nos appétences vont modifier les choses. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Alors une autre notion qui est importante, mais je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est cette notion de complémentarité. Il faut faire ça, mais non, il faut faire ça, il faut faire ci, faire ça. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais les gaz à effet de serre, c'est vraiment une tannée. Honnêtement, les gens qui travaillent là-dessus, ils ont toute mon admiration. Parce que c'est extrêmement compliqué. Parce que les gaz à effet de serre, tout ce qu'on fait dans notre économie en produit. D'accord ? L'agriculture en produit beaucoup. Il n'y a pas que l'héros des vaches, il y a aussi de passer le tracteur, il y a aussi de mettre des fertilisants, il y a de créer les fertilisants, etc. Évidemment, la production électrique, sauf chez nous, elle produit de l'électricité. Et puis, le chauffage, le transport, l'industrie, tout ça nécessite en fait de l'énergie, et donc on revient au point B, etc. Et on voit bien que quand on commence à découper l'ensemble des choses, on se dit, en fait, là on pourrait faire quelque chose, là aussi, là on pourrait reforester, là on pourrait éviter la déforestation. Il faut changer de matière de produire l'oxyde nitreux. Oui, mais il faut aussi agir sur le ciment. En fait, tous les secteurs, chaque petit pourcent, je ne vous ai pas mis l'avion là, mais vous savez combien ça fait l'avion, le gaz à effet de serre, par an? C'est ça, c'est moins de 3%. Mais bon, c'est 3%. Donc si on fait 33 fois le secteur de l'avion, on a trouvé une solution. En fait, il n'y a pas de solution qui permet il n'y a pas une solution qui permet de résoudre le problème des gaz à effet de serre. Par contre, on peut trouver, si on fractionne en 50 sujets à 2%, on peut essayer de trouver des solutions à 2%. Et si on a 50 solutions à 2%, on a résolu le problème. Voilà. Avec évidemment celui qui les unifie tous, The Lord of the Ring, là, l'anneau qui va bien, c'est la production d'énergie. C'est pour ça que tout le monde s'excite beaucoup là-dessus, mais ce n'est pas tout. Parce que même si on avait complètement décarboné notre énergie, il resterait encore tout le problème lié à l'agriculture et à l'utilisation des sols. Alors là aussi, pour vous donner un autre éclairage qu'on ne voit pas souvent, ça c'est le rapport du CITEPA, qui est l'agence française de la surveillance de la qualité de l'air. Et dans notre pays, quand même, où les institutions font un boulot absolument remarquable, il faut savoir que le rapport de CITEPA montre que nos politiques publiques, sur l'ensemble du territoire, ont permis de faire baisser, voire d'éteindre, la plupart des gros polluants atmosphériques. Voilà. Comme vous pouvez le voir là, toutes les courbes sont en baisse. Voilà. Alors c'est pareil, on raconte jamais quand les trains sont à l'heure, on raconte jamais quand on arrive à faire des choses, mais la dépollution, pour ceux qui sont suffisamment vieux, il suffit de se souvenir dans quel état étaient nos rivières ou notre air dans les années 80, 90, voire 70 pour les plus anciens, ou prenez des images d'archives de Paris quand les voitures avaient des pots où vous aviez de la fumée avec du plomb partout et que les murs étaient tellement noirs que ça coûtait une fortune pour refaire les bâtisses. Enfin, vous voyez, en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. Et donc, on se projette dans un avenir qui va être terrifiant. Oui, c'est vrai que les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, c'est vrai que les défis sont colossaux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent pour que ça marche bien. Et ça aussi, il faut le dire, parce que sinon, si on n'a qu'une version de l'histoire, on n'y arrive pas à se projeter. Donc, pour synthétiser cette partie-là, si vous voulez, sur les deux premiers leviers, nous avons des technologies pour commencer. Voilà. On n'a pas encore toutes les technologies pour atterrir. Donc, on a vraiment besoin de l'innovation. Mais une chose est sûre, c'est que plus les besoins en énergie et en matière seront importants, plus il sera difficile de les couvrir. Donc toutes les politiques ou tous les gestes qui permettent de réduire la quantité de matière et d'énergie sont extrêmement utiles. Et donc il ne faut pas opposer innovation et sobriété. C'est les deux qui doivent être faites et développées le plus possible. Voilà. Et maintenant, je voudrais passer le reste
sur quelques slides sur un autre levier, donc je vous disais, qui est moins abordé, mais que je trouve intéressant d'aborder dans cette enceinte, qui est celui du découplage entre le bien-être et le PIB. Alors, l'objectif systémique, c'est qu'un des leviers systémiques pour arriver à se transformer, c'est de construire de nouveaux indicateurs de développement émancipateurs, régénératifs et inclusifs. Donc c'est tout un programme. Là encore, ce n'est pas tout à fait nouveau. Herman Daly a publié un de ses faits d'armes, c'est d'avoir justement réfléchi dès les années 70 à de nouveaux indicateurs qui prennent en compte la qualité de vie des gens et la qualité de l'environnement pour se substituer au PIB. Bon. Moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas réussi. Mais il y en a quelques-uns dans mon cours. En fait, les 50 dernières années sont constellées d'indicateurs très intéressants imaginés par des gens qui voient que le sujet, c'est celui de l'objectif. Tout ce qu'on a discuté pour l'instant, c'est celui du fonctionnement de la machine. Et effectivement, on peut optimiser le fonctionnement de la machine, on peut transformer la machine. Mais si on ne change pas son objectif, elle ira toujours dans quelque chose qui ne va pas être en adéquation avec ce qu'on veut, parce que le PIB, et c'est Kuznets, son inventeur, qui l'a dit, c'est pas du tout fait pour mesurer le bien-être des gens. Ça n'a pas été fait pour ça du tout. C'est une aberration que les politiques utilisent le PIB. C'est une aberration qui est simplement due au fait qu'aujourd'hui c'est là, c'est présent, ça a été utilisé, donc c'est bien pratique. Mais c'est comme si je sais pas, si on vous disait que la quantité de dollars dans votre poche va définir à quel point vous êtes heureux. Bon, oui, non, peut-être. Ça dépend des fois. Hein, on voit bien que c'est pas exactement la même chose. Il faut de l'argent pour être heureux. Ça, c'est une certitude. À partir d'un certain seuil, c'est une certitude aussi, ça n'est plus du tout suffisant, voire parfois c'est contre-productif. Au niveau individuel, au niveau collectif. Donc là, tout ça, c'est dans Our World in Data, qui est un portail que je vous conseille si ça vous intéresse, parce qu'il y a plein de data, on peut jouer avec. Donc ça, c'est une représentation des pays avec deux axes. La quantité de dollars par habitant. Pardon, je suis désolé, mais je suis un petit peu malade, donc ma voix est en train de s'éteindre. J'espère qu'il en restera assez pour le dernier slide. Et ça, c'est le niveau de satisfaction reporté. C'est-à-dire, vous demandez aux gens est-ce que vous êtes content ou pas. Voilà. Alors, plus le score est haut, plus il y a de gens qui disent qu'ils sont contents. Alors, ce qu'on voit, c'est que, grosso modo, plus le pays est riche, et plus les gens sont contents, et que moins le pays est riche, et moins les gens sont contents. Voilà, ça apparaît relativement évident, mais vous voyez aussi que ce n'est pas non plus une droite, et qu'il y a des différences. On va y revenir dans un instant. Donc oui, plus le pays est riche, et plus les habitants sont contents, mais on sait aussi que le PIB est un outil qui est très limité pour mesurer la prospérité. Alors, il a été, encore une fois, il a son historique et c'est très bien qu'il existe parce qu'il a permis de faire plein de choses, mais il présente un certain nombre de faiblesses, j'en ai cité 3, il y en a plein d'autres. Il prend en compte des activités négatives. Alors vous détruisez un hôpital, vous le reconstruisez, ça fait augmenter le PIB, parce que vous avez créé une activité. Voilà, vous voyez un peu l'intérêt de... Voilà, Gaza, bientôt, ils vont avoir un PIB positif, parce que comme tout est détruit, il faut tout reconstruire. Enfin, là, il y a un truc quand même, c'est quand même pas bien normal. Il ne prend pas en compte les activités, les biens et les services qui sont non monétisés. Donc les gens qui travaillent à la maison, par exemple, font un boulot qui n'est pas monétisé, c'est pas vu. C'est une externalité, on appelle ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'environnement, toutes les espèces, la qualité de l'eau, tout ça ne fait pas partie du PIB. Donc en fait, si vous produisez des biens et des valeurs, mais que dans le même temps, vous détruisez le fleuve d'à côté et que vous polluez les choses et que vous avez mis des gens sur la paille, tout ça, c'est pas grave. Ça ne compte pas parce que le PIB a cru. Voilà. Donc comme il est aveugle sur certains secteurs, ça le rend fragile pour pouvoir avoir une vision systémique. Et donc il ne rend pas compte du bien-être ni de la soutenabilité. Donc ça, je vais uniquement m'intéresser à ce dernier point pour voir, pour vous, entre guillemets, vous le justifier. Et donc ce sont ces limites-là qui font que depuis maintenant longtemps, les économistes, parmi les plus célèbres et les plus fameux, s'intéressent à la manière de le remplacer. Donc si vous connaissez Amartya Sen, par exemple, il a eu le prix Nobel d'économie parce qu'il a créé l'indicateur de développement humain dans les années 80 à la demande de UNDP pour essayer de trouver un indicateur qui soit une alternative au PIB. Alors pas de bol, Amartya a créé l'indicateur, ça s'est très bien passé, mais au bout de quelques années, les deux indicateurs se sont retrouvés parfaitement corrélés et donc maintenant, pour des raisons qu'on pourra discuter si vous le voulez, mais ce n'est pas un bon indicateur pour mesurer, l'IDH n'est pas un bon indicateur pour mesurer autre chose que le PIB. Mais je vais revenir sur ce petit diagramme là, puis je vais faire un zoom là, d'accord ?
Et regardez bien, c'est hyper intéressant. Alors, par exemple, Singapour et Nicaragua ont à peu près le même niveau de satisfaction de vie, mais par contre, y en a un qui gagne 5 fois plus que l'autre. Le Luxembourg a la même qualité de vie que le Danemark, mais qui gagne 2 fois moins. La Finlande est nettement plus heureuse que la France. Pourtant, on gagne à peu près pareil. Et puis le Danemark est beaucoup plus heureuse que Hong Kong, etc., etc. Le Costa Rica que le Botswana, le Nicaragua que le Zimbabwe. Donc, ce n'est pas nécessairement une question d'argent. Je n'ai pas dit que ça n'était jamais une question d'argent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est évidemment en partie une question d'argent, mais ce qui est intéressant, c'est que l'argent ne fait pas tout. Alors, il y a des gens qui sont intéressés à pourquoi, et je vais vous présenter très rapidement, là encore, 2-3 faits pour arriver à la conclusion. Si tout ça vous intéresse, c'est écrit dans des bouquins, dans des rapports qui sortent chaque année, qui s'appellent les World Happiness Report, que je décortique un peu plus dans le cours, et qui sont super intéressants parce que justement, il y a pas mal d'économistes qui se posent la question, quelles sont les parties du bien-être que l'on peut identifier, qui est plutôt, et vous allez voir, je vous donne 3 exemples. Alors, donc, et puis par ailleurs, quand le PIB augmente, le bonheur n'augmente pas forcément. Donc ça, c'est un petit graphique qui permet de le montrer. Alors les pays en bleu, c'est une corrélation positive. Quand les pays sont plus riches, les gens sont plus heureux. Les pays en orange, c'est l'inverse. Bon, vous voyez qu'il y a un peu de tout. Donc, ça interroge quand même cette question du développement. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas en faire. Je crois que je vais vous avoir suffisamment rabâché les oreilles avec le fait que c'est très important. Mais il faut le faire dans de bonnes conditions et qu'en tout cas, ça n'est pas une condition suffisante. Alors, trois recherches pour illustrer 3 points. Le premier, si vous connaissez cette manip de Harvard, une manip assez incroyable parce qu'elle a commencé en 1938 et depuis 1938, les chercheurs se sont succédés pour maintenir la cohorte. C'est-à-dire, donc la cohorte, c'est 700 jeunes, des jeunes garçons qui étaient à Boston, la moitié qui était au MIT et Harvard, l'autre moitié qui était dans les quartiers pauvres. D'accord. Et ils les ont suivis pendant toute leur vie. Et à chaque fois, tous les 5 ans ou 10 ans, ils avaient un questionnaire pour savoir comment ils allaient, etc. Et donc, ils ont tiré énormément de choses de cette... Alors, disclaimer, c'est que des hommes, parce qu'en 1938, les femmes, est-ce qu'elles ont besoin d'être heureuses? On s'en fout un peu. Bon, voilà, c'était pas vraiment la question. Donc, ça, c'est un peu la grosse faiblesse de l'étude, mais enfin, c'est quand même intéressant en tant que tel, même s'il y a quand même cette faiblesse ontogénique qui est ahurissante quand on y pense. Est-ce que vous savez ce que... Alors, cette étude a montré qu'il y avait une chose qui corrélait avec le bonheur. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient heureux avaient cette chose-là, et ceux qui n'étaient pas heureux, en général, ne l'avaient pas. C'est-à-dire que la seule chose qui corrélait vraiment, ils n'en ont trouvé qu'un de facteur, parmi tous les facteurs possibles. Est-ce que vous avez une idée de quel facteur c'était? Le nombre de gens, le nombre d'amitiés de qualité que vous avez. Le nombre de gens à qui vous entendez, vous êtes bien et sur lesquels vous pouvez compter. Donc notre espèce, c'est une surprise pour personne qui est humain, notre espèce est fondamentalement sociale et en fait ça joue un rôle surdéterminant dans notre capacité à être bien tout au long de notre vie et à se remettre des coups durs, à bien vivre, etc. Ça par exemple, c'est pas pris en compte dans le PIB et c'est extrêmement important. Un deuxième résultat que je trouve assez intéressant, c'est sur la question de liberté. Alors là, c'est un diagramme qui est intéressant. On demande aux gens, pareil, est-ce que vous êtes content dans votre vie, comme tout à l'heure? Et là, on leur demande, est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment de liberté dans votre vie? Donc c'est uniquement subjectif. Et voilà où se situent les pays. Alors là, pareil, je vous ai pris la France et la Finlande. Donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'une question d'argent. Par exemple, la Finlande, ils se sentent beaucoup plus libres que nous. Peut-être que ça peut jouer un rôle ou pas. Il y a d'autres critères que je ne vous passerai pas. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de pays dans lequel on n'est pas libre qui se trouve que c'est bien. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir de gens qui n'ont pas de liberté et qui trouvent que c'est bien. Vous pouvez vous contenter d'une liberté pas terrible, à ce moment-là, votre satisfaction de vie, elle est très faible. Voilà. Donc en creux, ça montre que la liberté est aussi quelque chose de fondamental pour le développement humain. Là aussi, ça paraît relativement évident. Ça le montre très bien. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir beaucoup de liens sociaux et de vivre en communauté. Il faut aussi avoir la capacité de développer ses propres appétences, ses propres choix. Et puis un dernier élément qui est relativement aussi évident, c'est que
les personnes qui sont connectées à la nature sont en moyenne plus heureuses et en meilleure santé. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien été identifié là aussi dans le World Happiness Report, puis il y a quantité de papiers là-dessus. C'est un art de vivre dans les pays scandinaves. Ça s'appelle le Friluftsliv. Si quelqu'un sait parler le norvégien, je suis ravi de savoir comment ça se prononce. Je ne suis toujours pas capable de le prononcer proprement. Mais donc les Norvégiens ont un nom pour ça, mais il y a des papiers, par exemple au Japon, qui montrent que vous pouvez avoir, la sécurité sociale peut vous payer des bains de forêt pour que vous alliez mieux. C'est-à-dire vous allez dans la forêt, vous ressourcer, et on commence à mieux comprendre les raisons psychologiques, biologiques qui font qu'effectivement ça vous est utile. Donc on voit qu'il y a plein d'autres choses qui non plus ne sont pas dans le PIB, qui sont importantes. Alors je vous ai simplifié ça avec 4 secteurs. La satisfaction de vie, ça repose, entre autres, mais il y a 4 grands groupes. Le PIB, le pouvoir d'achat, évidemment, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de la liberté d'action, c'est les capabilities de scène, c'est le fait de pouvoir se développer. Il faut être en lien avec la nature et pouvoir être bien dans un environnement sain. Et puis pour ceux qui aiment ça, aller se balader en forêt et voir les oiseaux. Et puis il faut avoir de bonnes relations avec l'autre et il faut avoir confiance. Ce lien avec la confiance est très important. C'est une des choses qui manque le plus en France. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est dans mon cours si vous le souhaitez. Il se trouve que ça, c'est le 4, là, c'est le diamant d'une proposition de politologue qui s'appelle, dans ce papier-là, qui s'appelle Recoupling Economic and Social Prosperity, qui est, en fait, si, de par la nature des travaux que je vous montre, en fait, on peut se dire que l'être humain, idéalement, pour qu'il soit au mieux, il lui faut ces 4 dimensions, et que si on travaille sur ces 4 dimensions, à ce moment-là, on va avoir un bien meilleur scénario de développement que s'il en manque, et ça permet de voir ce qui manque. Et ce que j'ai trouvé particulièrement puissant dans ce papier, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, aucun pays ne fait ça. Je donne déjà aucun. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si maintenant on raisonne en agenda politique, vous avez la droite qui va privilégier la liberté et l'argent, l'argent étant un moyen d'avoir plus de liberté, et vous avez la gauche qui de plus en plus est une éco-gauche qui va privilégier les liens sociaux et l'environnement. Mais à chaque fois, ils le font au détriment de l'autre camp. Donc vous avez le choix entre 2 moyens d'être heureux contre 2 moyens d'être heureux, et c'est à savoir lequel est le plus fort que l'autre. Alors, si on se pose la question de se dire qu'il faut les 4, ça devient intéressant, parce qu'en fait, la question, c'est plus est-ce qu'il faut l'un ou l'autre. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer les deux. Vous voyez, donc je pense que là, vous commencez à mieux comprendre pourquoi je martèle tout ça. Alors, c'est intéressant de voir aussi que dès qu'il y en a un qui n'en favorise plus que 1 sur 4, ça devient des gens fondamentalement dangereux, tellement ils sont radicaux, tellement ils sont obnubilés par leur sujet. Alors moi j'aime bien cette slide pour conclure, parce que dans les caractéristiques des pistes de solutions à trouver, l'un des points fondamentaux, c'est cette complémentarité entre les différentes approches, et cette complémentarité, elle passe par une phase en amont qui est d'être agnostique ou d'être œcuménique, et c'est de savoir prendre les bonnes réponses dans différents côtés. Là, vous avez Halte à la croissance, le rapport Meadows publié en 72, qui est érigé, pour pas forcément toujours de bonnes raisons, par les écologistes politiques comme étant le signe qu'on doit arrêter notre développement. C'est pas ce qu'il dit Donella Meadows, mais peu importe. Et là, on a le livre qui est presque la contraposée, qui est un bouquin de Diamandis, je ne sais pas vous voyez qui c'est, mais c'est un des gourous de la Silicon Valley, qui lui pense qu'on va tout résoudre en mettant plus de capitaux dans la Silicon Valley pour qu'ils fassent plus d'app et que la technologie va vraiment tout... Donc lui, c'est un peu l'apôtre du technosolutionnisme parfait. Voilà. Donc, a priori, rien ne peut réconcilier 2 visions aussi opposées. Et pourtant, je crois que je vous avoir montré qu'en fait, on a besoin des deux si on veut pouvoir passer, ne serait-ce que le cap de l'énergie, parce qu'on a besoin de faire beaucoup moins, beaucoup mieux, et de savoir changer notre rapport à la consommation. Et en même temps, pour ce qui reste, on a besoin d'avoir une innovation débridée avec des gens comme Diamandis qui pensent qu'ils vont aller sur Mars et compagnie. On a besoin des deux. Et ça m'amène à une dimension un peu philosophique, si vous voulez, mais qui, je pense, qui est quelque chose qui nous manque fondamentalement dans nos sociétés et dans notre civilisation, qui est un rapport au savoir un peu différent. Alors, l'Anekantavada, c'est marqué au tableau, là, comme dirait l'autre, c'est une doctrine jaïne. C'est un très beau mot parce que le concept derrière est très très puissant.
Il est tellement puissant que vous en avez des représentations dans absolument toute l'Asie. Ça a plus de... C'est avant l'hindouisme. Ça a au moins 5000 ans. Voilà. Et le principe est très simple. Elle tient dans une petite histoire que les gens se racontent pour pouvoir transmettre cette sagesse très claire. Vous avez un éléphant qui est entouré de 5 aveugles. Chaque aveugle touche une partie de l'éléphant. Et chaque aveugle est persuadé, enfin, donne sa version de l'éléphant. Et alors, celui qui touche la queue dit que c'est un balai. Celui qui touche la patte dit pas du tout, c'est un arbre. Celui qui touche la défense dit que c'est une arme, etc., etc. Et bien évidemment, comme ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils n'ont pas la même représentation mentale de ce que c'est, eh bien, ils se battent. Arrive un autre moine qui passe par là, et qui, lui, n'est pas aveugle, et qui donc leur dit, si vous étiez capable de vous parler, vous verriez que c'est à la fois tout ce que vous dites, mais c'est surtout beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est une parabole d'une philosophie assez pointue sur la nature de la réalité et sur le fait que notre expertise et nos savoirs, qui est toujours parcellaire, butent sur cette nature-là. Et que donc le simple fait de croire savoir, ou d'émettre un avis, ou de penser savoir, ou d'avoir une expertise particulière dans un domaine, en fait, bien souvent nous freine, nous empêche d'être en accord ou de rencontrer l'accord avec des gens qui viennent d'endroits différents, d'endroits de savoir différents. Et comme notre centre est spécialisé en interdisciplinarité et comment est-ce qu'on l'apprend, comment on l'enseigne, comment on la recherche et comment est-ce que ça s'applique dans la transformation des systèmes éducatifs, c'est un sujet qui nous est particulièrement à cœur. Mais je voulais vous laisser avec cette petite histoire parce que finalement, c'est vrai qu'on fait face à des défis d'une ampleur sans précédent, mais notre espèce est dotée de super pouvoirs. D'accord ? Il n'y a aucune autre espèce à la surface de la planète qui n'a le niveau de conscience ni la capacité d'intelligence pour pouvoir faire quelque chose si jamais elle met la planète en péril. Et c'est déjà arrivé. Les stromatolites, quand ils ont émis l'oxygène dans l'atmosphère, ils ont tué toutes les autres formes de vie, ils n'en avaient rien à faire. Ça a posé de problème à personne. On a changé de crèmerie, voilà. On a l'atmosphère qu'on a aujourd'hui. Mais les stromatolites ne se sont pas dit « Ah là là, on a trop d'oxygène ». Voilà, jamais. Là, ce n'est pas la même histoire. On est en capacité de faire, parce qu'on a développé des systèmes qui, à l'échelle de la planète, permettent de faire des choses. Donc, on a des super pouvoirs. Par contre, je pense que fondamentalement, on doit changer notre rapport au savoir et notre rapport à l'intelligence collective pour être en capacité de les développer. Parce qu'il faut pouvoir aller prendre des éléments qui, a priori, sont antagonistes pour arriver à créer des solutions qui sont beaucoup plus efficaces. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions. Oui, bonsoir. C'était passionnant. Et moi, ma question, c'est quels décideurs politiques sont au courant de ces choses-là et sont prêts à faire ce qu'il faut? Parce qu'au-delà de la décision politique, comment faire? Ouais, c'est une très bonne question. Je dirais que ça dépend des endroits, puis ça dépend des époques. Je vous ai dressé un tableau général. Donc en fait, il faudrait qu'on puisse rentrer dans le détail. Mais par exemple, pour ce qui est de la décarbonation et des transitions énergétiques, en France, on est plutôt bien parti, même si on est un petit peu en retard par rapport à ce qui était prévu. Alors on peut toujours dire que c'est un petit peu moins, mais on est quand même bien parti. Moi, je suis très impressionné par la Chine, qui avait impressionné 2 fois. La première, c'est parce qu'il y a 5 ans, ils ont sorti un rapport pour être net zéro en 2060, alors que l'agenda politique disait que c'était 2050. Ils disent, non, nous on a fait nos calculs, en 2050 on ne sera pas prêt, mais 2060, oui. Et ils ont sorti des graphes avec des courbes où là, les spécialistes de l'énergie se sont dit, mais ils sont fous, c'est impossible de tenir un rythme pareil. Sauf qu'ils ont revu, là, cette année, leurs chiffres,
et ils pensent qu'ils vont pouvoir plutôt le faire en 2050 parce qu'en fait, ils ont mis les bouchées doubles à la chinoise et que la vitesse à laquelle ils déploient le solaire et le nucléaire fait qu'il n'est pas impossible qu'ils soient effectivement décarbonés en 2050. Donc, c'est effarant, c'est à une échelle, c'est la Chine, hein, c'est à une échelle qu'on ne peut pas imaginer. Mais c'est des choses qui se passent. Je pense que quand c'est existentiel pour vous, vous ne vous posez pas la même question que si en fait vous avez un conflit d'intérêts parce que fondamentalement ça va vous ruiner votre économie. Donc Poutine par exemple, pour ne pas le nommer, la plus grande partie de ces dollars sont issus du gaz et du pétrole. Et puis en plus, si jamais le climat se réchauffe, c'est beaucoup mieux pour lui parce que la Sibérie va fondre et que les terres vont devenir habitables. Il n'a aucun intérêt à ce que le climat ne change pas. Lui, il a tout intérêt à ce que le climat change et qu'il continue à vendre du pétrole. Donc lui, vous voyez, je ne pense pas qu'il va beaucoup changer. En Afrique, en revanche, où les dégâts sont déjà importants et où ça va continuer, il y a d'autres. Si vous vous mettez à la place des gens, c'est-à-dire vraiment dans leurs chaussures, et c'est quoi le sujet ? Ben, eux, le sujet, c'est la désertification et l'arrivée du Sahel, avec la salinisation des terres, le fait que c'est de plus en plus aride, etc. Ben, ils ont construit la Grande Muraille Verte depuis 15 ans maintenant, qui va du Sénégal jusqu'à l'Ouganda ou le Kenya, quasiment. Et où vous avez des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, je ne sais pas, qui ont collaboré sur tous les pays pour arriver à créer un buffer, enfin un tampon suffisamment grand, en plantant, avec des méthodes traditionnelles qui permettent d'arriver à faire pousser des arbres dans des environnements extrêmement durs, pour arriver à créer ce cercle vertueux, parce qu'à partir du moment où vous avez un couvert végétal, vous retenez un peu plus l'eau, grâce à l'ombre, vous faites pousser plus de terre, vous créez de l'humus, il y a des plantes plus grandes, enfin bref, et vous arrivez à recréer de la forêt à un endroit où ce n'était pas possible. Bon, ben, ce qu'ils font est absolument extraordinaire. Et là, c'est des hommes et des femmes politiques qui se sont mis d'accord pour le faire. Donc, sur chaque problème, en fait, vous pouvez identifier des endroits où les gens se sont dit « alors, on y va ». Alors, un autre exemple, voilà plutôt la dernière partie. La Nouvelle-Zélande, depuis quelques années, a adopté un budget well-being, un budget santé, parce qu'ils se sont dit que le PIB, ça ne pouvait pas être l'alpha et l'oméga. Donc, concrètement, ça veut dire quoi d'un point de vue comptable ? C'est ça qu'ils ont posé cette question-là, et donc ils ont décliné 6 champs. Je n'ai plus le détail en tête, mais il y avait le bien-être des populations, des peuples premiers, les Maoris chez eux, la santé mentale parce qu'ils ont des problèmes particuliers, etc. Donc en fait, ils ont des priorités de politique publique qui doivent prendre le pas sur des logiques uniquement financières pour que ça puisse, pour essayer d'équilibrer. Donc c'est un exercice intéressant qu'il faudra regarder de plus près, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à creuser, on voit qu'en fait, il y a plein d'endroits où il se passe des choses formidables. Et même chez nous, il se passe plein de choses formidables. Encore une fois, si on ouvre la télé ou qu'on regarde le journal, on ne va avoir que les nouvelles des choses qui ne vont pas bien. C'est la base. Donc on a l'impression qu'ils sont tous plus cyniques les uns que les autres et qu'ils font des choses épouvantables toute la journée. Mais c'est pas vrai, il y en a plein qui font des choses bien aussi. Simplement, on n'a pas la bande passante pour les voir et surtout on n'a pas l'appareil informationnel pour le voir. Ce qui pose des problèmes beaucoup plus importants, on ne peut pas tout couvrir là, mais dans les leviers systémiques qui ne nous mettent pas dans le bon sens, le fait que les réseaux d'information, et en particulier la presse d'une part, et surtout les plateformes d'autre part, nous nourrissent le cerveau toute la journée de choses extrêmement toxiques, ne nous mettent pas dans des conditions où on se dit, bah oui, c'est des problèmes qu'on peut résoudre et donc on va y aller. Au contraire, ça nous dit que tout le monde est pourri, que tout est perdu ou que c'est déjà foutu ou je ne sais trop quoi. Et donc ça vous met pas dans une perspective qui permet d'avancer les choses. Je pense qu'il y a de l'ordre de la prise de conscience collective sur la façon dont on est collectif. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un de méchant, enfin s'il y en a malheureusement, mais qui le font exprès, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais je pense que collectivement, on s'auto-manipule de façon négative en flattant nos passions tristes et nos émotions tristes. C'est comme ça depuis la nuit des temps, mais là, ça prend des proportions avec le net qui fait qu'on court des risques systémiques importants. Il y a un monsieur qui a une question.
Bonsoir, merci beaucoup. Au sujet rapidement sur les réseaux sociaux, moi je préconise de casser son téléphone d'abord. Bon, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé par accident, mais c'est un exercice intéressant. Alors ensuite, il me semble que je n'ai pas vu passer dans votre super exposé l'empreinte écologique importée, c'est-à-dire que parmi les pays développés, y compris la Chine dont vous avez parlé, est-ce qu'ils vont tellement bien vis-à-vis des ressources importées et du commerce international dont ils profitent? Est-ce qu'on peut aussi citer certains secteurs et certaines, ou bien éventuellement certaines entreprises, mais on n'est pas obligé, qui ont progressé particulièrement sur leur bilan carbone ou leur empreinte écologique? Et enfin, si je me souviens bien, il y a un coefficient Gini qui mesure l'écart de richesse. Est-ce que les pays scandinaves sont encore en tête sur ce plan-là? Merci. Oui, merci pour vos questions. Alors, oui, on peut inviter tout le monde à casser son téléphone, ça peut être intéressant. Ou, de façon peut-être moins drastique, de le laisser à la maison pendant une semaine. Comme ça, au moins, il fonctionne et il peut être utilisé par d'autres après. Mais effectivement, notre dépendance à cette petite machine, il y a quelque chose d'embêtant, alors voire même de très grave pour les plus jeunes, puisque ça a maintenant été bien montré sur des profils psychologiques, puisque les réseaux qui touchent les plus jeunes, en particulier TikTok, à l'extérieur de la Chine, est particulièrement nocif et pose des problèmes pour le bien-être et le développement des jeunes. Donc il y a quelque chose à imaginer sur la façon dont on réinvente notre rapport au téléphone et à son emploi, enfin au réseau en particulier, le téléphone n'étant que le véhicule. Je suis d'accord avec vous qu'il y a quelque chose là-dessus très important. Je peux embrayer sur le Gini parce que c'est le plus simple. Oui, les pays scandinaves sont toujours en avance sur Gini, et Gini corrèle bien avec les pays où il y a le plus haut niveau de happiness, de reported self-satisfaction, mais pas toujours. Donc par exemple, parmi les pays qui sont les plus en tête dans la satisfaction de vie, ça se voyait bien dans le petit diagramme, il y a les pays d'Amérique latine, ce qui est une exception culturelle particulière, d'ailleurs sur lesquelles beaucoup de gens travaillent, les sociologues et les anthropologues et les économistes, parce qu'en l'occurrence, ils ont des coefficients de Gini qui sont particulièrement mauvais, et ça ne les empêche pas. En fait, les inégalités ne jouent pas un rôle si important que ça dans la satisfaction de vie des gens, parce que paradoxalement, la quantité de gens qui vont bien et de gens qui ne vont pas bien ou qui se disent heureux et qui ne se disent pas heureux est à peu près la même chez les riches, chez les pauvres et chez les ultra-pauvres. Et ça, c'est des résultats qui sont assez robustes. Donc voilà, ça bat en brèche le principe que si on était plus égalitariste, ça marcherait mieux. Mais je comprends que ça vienne, enfin en tout cas en France, c'est un thème important, mais je pense que ça vient plus de notre socle anthropologique. Alors après, la question sur l'empreinte importée, elle est évidemment essentielle. La plupart des diapos que je vous ai présentés, c'est des diapos au niveau monde, parce que comme ça évite de parler des flux qui compliquent. C'est juste pour dire que collectivement, à l'échelle de l'humanité, voilà ce que ça dit. Mais effectivement, vous avez raison, comme il y a eu beaucoup de délocalisation de secteurs, bien souvent, les choses qu'on consomme ici sont produites ailleurs, et donc on ne voit pas les ressources qu'on utilise ou les dégâts environnementaux qu'on cause parce qu'ils sont externalisés. C'est un peu comme le PIB, entre guillemets. Alors l'exemple le plus frappant pour ça, c'est nos téléphones ou l'ensemble de nos dispositifs numériques qui consomment énormément de métaux, et de métaux dont certains sont très très polluants, donc c'est ce qu'on appelle les terres rares. Alors, ils ne sont pas du tout rares, hein, il y en a partout. Par contre, ils sont très polluants à l'extraction, mais vraiment, vraiment très polluants. Et ce qui fait que l'une des conséquences de ça, c'est que la Chine, aujourd'hui, ça doit être encore au-delà de 90%. Il y a 10 ans, c'était 97%. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être un peu au-dessus de 90%, mais enfin, ça doit rester dans cet ordre-là. 90% des terres rares sont produites en Chine.
pour faire les devices, pour faire les outils numériques que l'on utilise sur toute la planète. Donc c'est eux qui assument la pollution de l'ensemble de nos produits. Et on pourra dire la même chose des habits qu'on achète, s'ils ont été faits en Inde ou au Bangladesh, les rivières où il n'y a plus de poissons parce que les colorants ont tué tout le monde, c'est les rivières qui sont chez eux et pas chez nous. Les tanneries ont disparu de Lyon et aujourd'hui le Rhône est un fleuve qui revit beaucoup mieux. Si vous ne le savez pas, la Seine, il y a du brochet dedans, vous pouvez le voir à l'Arsenal. Il y a une vingtaine d'espèces de poissons. La Seine est redevenue parfaitement baignable, alors qu'il y a 20 ans, c'était monstrueux. Donc une grande partie de la désindustrialisation s'est faite au profit, si j'ose dire, au détriment de pays qui ont hérité de ça. Mais pas que. Les processus ont aussi changé. Et donc, par exemple, vous vous souvenez, probablement, c'était l'exemple de la voiture que je citais tout à l'heure. Si vous allez dans un pays en voie de développement maintenant, vous ne survivrez pas 5 minutes à la pollution dans la rue en vous disant mais c'est pas possible que les gens émettent autant avec leur peau. Nous, on a des pots catalytiques, machin, où il n'y a plus rien qui sort du pot, sauf quand il va pas bien et on se dit mais comment est-ce que le gars fait ? Alors que, honnêtement, c'est plutôt la norme dans les autres pays de voir des espèces de grandes fumées noires derrière. Mais c'était la norme dans les années 70 et 80 aussi. Sauf que les normes ont été de plus en plus fortes. Et là-dessus, l'Europe a engagé l'humanité dans son ensemble dans un processus de normalisation toujours plus importante qui est absolument remarquable. Alors, c'est trop, y compris pour les Américains qui, justement, ont été élus pour ça. Hein. L'administration Trump, on va retirer tout ça parce que finalement, ça nous complique la vie et il faut revenir à des choses plus simples. Je passe sur la démagogie, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est que l'Europe s'impose des normes hyper contraignantes qui sont catastrophiques. Pour ceux qui ont des entreprises, la norme CSRD qui est en train de passer, on doit utiliser maintenant des entreprises pour pouvoir faire une comptabilité qui n'est pas seulement financière, mais aussi sociale et environnementale. C'est une très bonne chose sur le papier, c'est un cauchemar administratif, ça peut tout à fait nous revenir dans les dents parce que c'est trop compliqué. Mais il faut admettre, il faut reconnaître que l'Europe a pris un étendard là-dessus et met des normes de plus en plus difficiles. Il se trouve que ça a un double effet. C'est pas seulement dur pour nous, pour les industriels, etc. C'est aussi dur pour le reste du monde qui commerce avec l'Europe, parce que personne va se dire je vais faire un produit pour la Chine ou un produit pour les États-Unis et un produit pour l'Europe. Ils font le même et donc ils sont obligés de le faire au standard de l'Europe, ce qui a des effets. Voilà. Donc, je disais à madame tout à l'heure, il y a les effets bien connus, parce que si vous avez un problème, je pense à la Chine aussi par exemple, qui a un problème de désertification catastrophique et qui est l'un des endroits où il y a les plus gros programmes de restauration des écosystèmes à très grande échelle, ils ne le font pas parce que c'est l'Europe, ils le font parce qu'ils ont un besoin de le faire. Mais voilà, il y a ces choses-là qui sont à l'œuvre et qui sont assez remarquables. Quels sont les industriels qui sont les plus en avance ? Alors, en fait, il y en a plein, mais je connais pas assez le champ pour vous le dire. Moi, je rencontre des gens dans les industries qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. En fait, je rencontre des gens passionnés par la transformation de leur métier, quels que soient les domaines. Voilà, j'ai eu dans le secteur public, bien sûr, mais aussi dans le secteur privé ou dans les ONG, etc. Et donc, quand vous avez pendant longtemps, Paul Mann, le directeur le PDG d'Unilever, était considéré comme un type particulièrement brillant, par exemple. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Le fait est que c'était un visionnaire qui vraiment voulait transformer ses métiers, vraiment. À des échelles plus petites, Interface, c'est probablement la boîte qui m'a le plus fait tomber les chaussettes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quelqu'un qui fait des moquettes, Interface. Il est cité partout, c'est dans un petit milieu, mais parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte des problèmes que posait son industrie, et donc il s'est dit je vais à l'industriel un par un, je vais essayer de prendre les problèmes un par un. Donc il a transformé sa boîte pour qu'elle soit neutre en carbone. Puis après il s'est dit oui, mais pour la matière, qu'est-ce que je fais ? Donc il est remonté très très loin, de façon à ce que ces moquettes soient réutilisables, de façon à ce qu'il impose à toute la supply chain des gens qui lui donnaient sa matière de s'assurer de la traçabilité. Et donc
il a joué de son pouvoir en tant qu'industriel pour que non seulement ça se passe bien pour lui, mais aussi pour toute la filière amont, en éduquant, entre guillemets, la filière amont, parce que soit vous me donnez une matière en laquelle je peux faire confiance, soit je vais chez votre concurrent. Donc il y a des effets très structurants comme ça qui se font par des gens qui percutent et qui se disent on va faire les choses bien. Et je pense que dans les industriels, leur métier, c'est de faire des choses très bien, très efficaces à grande échelle. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est la boussole de départ, c'est quel est votre objectif. Et si votre objectif, c'est que ce que je fasse, ça sert au mieux, et que les gens autour de moi soient fiers de moi, en tant que PDG, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aligner un maximum de ma puissance de feu pour faire quelque chose qui marche. Donc je ne voudrais pas donner 50 noms, mais en fait, dès qu'on creuse un peu, on en trouve plein. Voilà. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de discuter avec des gens éclairés comme ça qui montrent que c'est possible. Et pour madame, il y a des politiques extraordinaires ou des industriels extraordinaires, j'en ai rencontré plein. Voilà. Moi, j'ai une grande foi dans l'humanité de ce point de vue-là. Monsieur ? Oui, donc merci pour la présentation et votre optimisme qui, je dois dire, change un peu sur les solutions, parce qu'effectivement, on n'entend que le côté négatif. Alors, moi, je vais peut-être je ne suis pas pessimiste, mais je suis beaucoup sur ces points, mais en 2000, au moment des Grenelles de l'environnement, vous savez, à la Sarkozy qui avait monté ça, donc il y a plus de 15 ans, j'ai été à une conférence à Sciences Po, Jean Covici l'animait, et j'avais posé un peu la question qu'avait posée madame. Mais si c'est si important, pourquoi le fisc me propose 20% de réduction si je change mes fenêtres et que personne d'autre ne fait rien à l'époque? Et il avait répondu, c'est un bon point, ce que vous avez dit d'ailleurs, mais ça dépend de vous, messieurs, dames, parce que c'est vous qui votez et l'homme politique ne fait que ce que veulent ses électeurs. Quand on voit la pagaille politique en France avec des gens finalement dans le schéma que vous avez présenté, qui est un peu partout, c'est vraiment nous, citoyens, qui votons n'importe comment, c'est-à-dire qui votons un peu égoïstement. Et ça, je pense qu'il faut peut-être le souligner, parce qu'on est quand même, au bout du bout, la logique du discours, c'est nous les responsables, dans les démocraties en particulier. Et personne d'autre, c'est pas Trump, c'est les gens qui l'ont élu, si on n'est pas... Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Donc chaque citoyen, c'est aussi circulaire, c'est penser réflexivement sur ce qu'on fait, et être cohérent, et pas le consommateur, le machin. Ça, c'est très difficile, à mon avis, et c'est pas très porté politiquement. Mais ma question, c'est, vous avez cité la Chine, c'est très intéressant. Évidemment, et vous donnez raison aux démocratures, finalement, au concept de démocrature qui dit, si je suis directif, je suis plus efficace. Évidemment, il y a beaucoup moins de problèmes en Chine pour traiter les problèmes, puisque c'est quand même très, très directif. Est-ce que vous êtes et aujourd'hui, si je prends les scénarios du GIEC, c'est la pagaille partout. Vous savez, les scénarios désordonnés là, du GIEC, je ne les fais plus en tête, mais il y en a un, je crois, où c'est le scénario pagaille, c'est-à-dire le pire, où on se tape dessus, on ne se respecte pas, on fait différent par zone. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Donc, est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que, malgré ça, il y a des choses qui se font effectivement à bas bruit et que le jour où ce sera nécessaire, on aura résolu le problème, ou on arrivera à un moment donné, nécessité faisant loi, c'est comme sur les problèmes budgétaires, parce qu'un jour on dit qu'on prendra des mesures directives et tout le monde s'alignera de façon plus imposée aux populations. Merci. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans votre intervention. À l'époque de Sarkozy, il y avait une dame qui s'appelait Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a disparu de la scène à l'époque, mais qui était une écologiste convaincue, et qui avait dit, donc ça a presque 20 ans, qui avait dit que l'écologie était ni de droite ni de gauche, il fallait prendre en compte au même titre que la croissance économique ou le lien social. Bon, elle avait déjà tout compris. Bon, elle a disparu du paysage, ce qui n'est pas très rassurant. Mais c'est ça la logique, c'est que l'écologie, elle est ni de droite ni de gauche. L'écologie, elle est là. De même que la croissance économique, ou plutôt la santé du tissu industriel ou la santé du tissu économique, elle est là aussi. Évidemment, si vous mettez tout le monde au chômage, ça ne va pas bien se passer. C'est exact. Enfin, pour faire le lien avec la deuxième partie, le deuxième point, aux États-Unis en ce moment, ce qu'on a, c'est un vote contre qui a été particulièrement manipulé de façon outrageant. On peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut, mais au fond du fond, vous avez des millions de personnes qui sont sans avenir, sans emploi, qui n'ont pas de vie et qui ne voient pas la fin du tunnel.
Et donc, si vous n'avez rien à promettre à ces personnes-là, bah forcément, elles vont voter contre. Contre quoi, on ne sait pas, mais contre. Et elles peuvent être utilisées comme une arme, en l'occurrence de destruction massive de la démocratie, puisque c'est l'agenda de Trump. Maintenant, la démocrature, c'est encore un autre sujet. La Chine, là, je vous ai parlé de 2 points qui me semblaient importants, parce qu'en général, on voit toujours la Chine comme quelque chose de dramatique, surtout venu de notre fenêtre. Et c'est vrai que je ne voudrais pas être un Ouïghour aujourd'hui. Donc, je ne suis pas là non plus pour dire que la démocrature, c'est bien. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'il se passe des choses bien partout. La Chine a cette capacité, effectivement, de pouvoir déployer à très grande échelle des choses avec un pouvoir fort et stable, ce qu'elle fait remarquablement bien. Mais aux États-Unis, qui est l'ultralibéralisme par excellence, où justement, normalement, l'État ne doit pas intervenir. Alors, il intervient tellement pas, qu'il coûte tellement cher que maintenant, il faut le déconstruire et que tout le monde se rend compte que finalement, ils en ont tous besoin. Donc, c'est bien qu'ils ont un État qui est quand même assez fort aussi, mais beaucoup moins fort qu'en Chine. Moi, je me souviens des États-Unis qui sortent du protocole de Kyoto. C'était pas encore... Ils ne voulaient pas signer l'accord de Paris, c'est qu'ils sortaient du protocole de Kyoto. Bah, y a un maire qui a dit moi, non, ça, je ne veux pas. Greg Nichols, le maire de Seattle, et qui a créé la coalition des maires progressistes qui voulaient rester dans Kyoto. Et donc, en fait, il a fédéré des centaines de villes aux États-Unis qui se sont mis à avancer sur la transition énergétique et la réorganisation urbaine contre le pouvoir fédéral, parce qu'ils n'aimaient pas Bush, ce qu'on peut comprendre. Et ils ont pris une position à l'envers, et puis ça s'est fait. Et Trump, en 2016, a déclaré qu'il allait réouvrir les pipelines et que tout serait... c'était King Coal à l'époque, c'était pas drill, baby drill, on allait remettre le charbon à... Eh ben non, en fait. Et d'ailleurs, l'État qui installe le plus de panneaux solaires, c'est le Texas aujourd'hui. Parce que d'un point de vue du marché, aujourd'hui, le renouvelable coûte moins cher que le pétrole. Le game, il est plié. Donc ça va avancer de toute façon. Que ça soit par l'imposition technocratique russe, en l'occurrence chinoise, ou que ça soit par les forces du marché aux États-Unis. Donc ça, il y a effectivement des forces en présence qui dépassent les contextes politiques. Maintenant, je ne suis pas spécialement optimiste sur ce qui est en train de se passer. Les forces de réaction sont extrêmement dures, extrêmement violentes, pour des raisons qui dépassent mon entendement, mais c'est comme ça. Sur le point de la démocrature, pour être très précis, les gens qui ont regardé ça ont montré que les pays qui sont en démocratie ont en moyenne des politiques sociales et environnementales beaucoup plus favorables que les démocraties, que les dictatures, beaucoup plus. Alors, j'ai pris quelques exemples en Chine qui pourraient contredire ça. Mais si vous regardez surtout les pires, la question ne se pose même pas. Que ce soit la Corée du Nord, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie, enfin, on peine à voir le moindre once de progressisme. Ils n'ont pas du tout d'intérêt pour leur propre peuple. Alors pour l'environnement, toutes ces questions-là n'ont pas de sens. Et beaucoup sont, Venezuela c'est pareil, beaucoup sont des pétromonarchies entre guillemets ou des pétrodictatures. Donc ils sont fondamentalement arrimés sur un modèle qui va mourir, et donc plus pour eux, leur conflit d'intérêt est tel qu'au contraire ils bloquent tout le reste pour ne pas bouger. Donc non, pour le coup je suis pas... Enfin, les datas sont relativement formelles. Si on veut avancer, il vaut mieux avoir de la démocratie. Maintenant, la façon dont elles sont maltraitées aujourd'hui et les effets de réaction qu'on voit surgir dans différents pays, en particulier aux États-Unis depuis janvier, montrent que ça reste fragile. Mais c'est le mot de Churchill, c'est évidemment le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc je crois que ce dont on a besoin, c'est de réfléchir, là encore de manière systémique, à comment est-ce qu'on crée des démocraties beaucoup plus fortes. Parce que les démocraties d'aujourd'hui, qui sont en train de basculer dans des régimes vraiment nauséabonds, elles payent leur faiblesse ou l'abus de pouvoir des gens qui étaient dedans et qui ont fatigué tout le monde, pour le dire comme ça, en faisant pas grand-chose. C'est le principe de madame. Il y a quand même des choses qu'on ne devrait plus voir et qu'on voit encore. Et la rigueur morale des pays du Nord, elle tarde un peu à se généraliser, y compris dans notre propre pays. Donc, moi, je comprends que les gens en aient marre d'un certain système qui ne correspond pas à leurs attentes et donc se disent, donc on va essayer autre chose.
c'est jamais bon signe, parce que l'autre chose est toujours plus mauvais, parce qu'en l'occurrence, en tout cas sur le social et l'environnemental, pour l'instant, il n'y a pas de résultat positif. À moins d'avoir un pouvoir éclairé, autoritaire, qui assure sur le temps long. Il y en a très peu, des exemples comme ça. Singapour, il y en a un. La Chine, il faut savoir quelle partie du modèle on veut regarder. Le despote éclairé, c'était peut-être Voltaire, mais aujourd'hui, il y en a combien? Moi, on a de bons liens avec la Chine, on travaille beaucoup avec eux, et moi, j'ai beaucoup d'étudiants chinois. Honnêtement, ils ont une soif de liberté, de construire, de faire, qui est tout à fait naturelle. Et ils trouvent... mais c'est vrai qu'ils ont vécu dans un univers où on ne se plaint pas pour tout et n'importe quoi en permanence non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à réapprendre en France sur notamment le lien avec l'autre, le lien avec les institutions et la confiance qu'on veut bien accorder aux différents sujets. Donc une des choses que je n'ai pas abordées là, mais que vous pourrez regarder éventuellement dans les cours, ou si ça vous intéresse, il y a un bouquin que je vous recommande qui est absolument remarquable, c'est La société de défiance de Yann Algan, qui a 20 ans maintenant, je pense. Mais je pense que ça a empiré depuis. Il montre de façon méthodique qu'on est le pays où la confiance est la plus faible de tous les pays de l'OCDE. La France, 5e, 6e, 7e plus grosse puissance mondiale. C'est-à-dire que, et pour le coup, la confiance, c'est essentiel pour le bien-être, parce que c'est ce qui va vous permettre d'accepter la loi, d'accepter l'impôt, de ne pas être dans une jalousie sociale permanente, parce que vous croyez en l'autre. Donc c'est la Suède ou le Canada où les gens ne ferment pas à clé, où vous avez le taux d'imposition et le salaire de tout le monde dans des... Vous savez exactement qui paye quoi, où personne ne va gruger. Enfin, ils sont dans un système qui, vu de chez nous, est complètement aberrant. Mais alors, sans aller jusque-là, de mémoire, notre niveau de confiance dans les institutions était le même que la Biélorussie et la Turquie. C'était en 2008. Le bouquin, c'était 2008. Non, mais je pense que c'est là où, si vous voulez, l'effondrement du système démocratique, c'est comme les Américains qui étaient persuadés, enfin qui sont toujours persuadés, tout le monde est complotiste, ils sont tous persuadés que l'État profond existe, que tout le monde prend avantage de tout ce qu'ils font, que personne et ils sont chez eux avec des armes en attendant que l'autre vienne les tuer. Enfin, je veux dire, ils sont à un niveau de paranoïa qui est juste dément. Qu'on voit par ricochet avec le Canada, qui est une espèce de contraste. Donc socialement, on peut construire des choses qui sont des vrais communs, qui sont capables d'antagoniser les forces les plus difficiles. Et donc je ne suis pas spécialement optimiste ou spécialement pessimiste, je dis juste que par la construction intellectuelle, si vous voulez, de ce qui est publié, de ce qui existe, si on veut pouvoir s'en sortir, il y a une manière de faire. Maintenant, évidemment, on peut continuer à faire ce qu'on fait et s'entre-déchirer et trouver que tout le monde n'est pas bien. Et là, on est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est ça que j'essaie de dire. Très rapidement, vous avez parlé des Chinois. J'ai rencontré des Chinois, j'étais étonné pendant les JO, en fait, qu'on puisse communiquer. C'est une parenthèse. Simplement pour évoquer les systèmes européens des labels, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact et lesquels en fait? C'est-à-dire que depuis les années 90, les systèmes environnementaux divers et variés avec des normes ISO et compagnie, mais à quelle échelle ça peut être intéressant, et sinon qu'est-ce qu'il peut y avoir comme levier pour renforcer les entreprises qui vont dans cette direction? Merci. Sur le papier, c'est vraiment bien, au sens où si vous avez un label qui permet aux consommateurs de faire la différence, voire qui permet aux États de faire la différence, parce que vous allez ou pas importer, ou pour le coup, puisque c'est à la mode, rajouter des tarifs douaniers parce que vous n'êtes pas aux normes environnementales, etc. On voit bien que c'est un effet de levier qui est très important. Et l'Europe a beaucoup agi là-dessus. Sur un autre sujet, mais qui est dans l'actualité en ce moment, Nutri-Score, par exemple, ça a été inventé par un chercheur qui s'appelle Serge Herzberg, qu'on connaît bien, qui est un spécialiste des sciences participatives et qui a réussi à mettre en place quelque chose d'absolument extraordinaire, appuyé sur la plus grosse base de données de patients au monde sur les plus grosses cohortes. Voilà, donc il
il a toute la science pour dire que tel produit c'est mauvais pour la santé ou tel produit c'est bon pour la santé. Donc c'est basé sur une assise scientifique très forte. Pour autant, il a dû passer par la moulinette politique, donc on lui a retiré quand même pas mal de sujets. Donc voilà, il faut voir, il y a ce qui est proposé et puis ce qui est... Et je suis... donc moi, je suis convaincu que ça peut jouer un rôle. Maintenant, tout dépend de la manière dont c'est présenté et où c'est récupéré ou antagonisé par différentes personnes, parce que, toujours pour rester sur Nutri-Score, je suis très surpris de voir qu'il y avait des campagnes anti-Nutri-Score dans la presse ou par certains lobbies, parce que soi-disant Nutri-Score serait à la solde des lobbies. Et là, les bras m'en sont quand même tombés, parce que pour connaître l'histoire, c'est vraiment raconter. Ce qui est toujours le principe, hein, si vous voulez tuer quelque chose, vous le racontez à l'envers, comme ça vous mettez les gens autour de vous et vous l'accusez de la rage, et comme ça on va noyer le chien. Donc les forces de réaction sont toujours fortes. Donc ça, c'est un premier gros sujet. Le deuxième gros sujet, c'est le discrédit que peuvent avoir certains labels, parce qu'au départ, ça semblait être très bien, et puis il s'avère qu'il y a des planches pourries comme partout, et ça jette l'opprobre sur l'ensemble. Donc si vous connaissez un peu le sujet, MSC par exemple, c'est pour les produits certifiés durables sur la mer. C'est un label, plusieurs ONG ont montré que dedans, il n'y avait pas que des gens vraiment recommandables. Du coup, on s'est dit, MSC... donc, le problème, c'est que vous mettez énormément de temps à bâtir une réputation, et il suffit d'une campagne pour la détruire. Voyez. Donc, on a besoin... les labels me semblent être très intéressants, mais ils doivent s'appuyer sur des institutions qui sont très fortes et qui sont capables de faire le tri pour s'assurer de la pérennité du label. Et ça, je pense que l'Europe en a les moyens, mais c'est pas évident, parce que le consommateur, il a que très peu de temps pour se former à ce genre de choses ou essayer de comprendre, et que la guerre des labels est telle qu'aujourd'hui, plus personne ne se reconnaît dans l'ensemble des trucs, quoi. Vous avez, sur le paquet, il y a tout et n'importe quoi. Moi, j'avais fait une étude il y a 15 ans déjà sur des labels. Alors, c'était pas pour le consommateur sur de la pizza, mais enfin, c'était sur des villes pour savoir celles qui étaient durables ou pas, qu'est-ce que ça voulait dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui créent des labels parce que c'est un moyen d'eux, mais sans être vraiment ancrés dans quelque chose de sérieux. Et donc, à partir de là, c'est difficile, quand vous ne connaissez pas le sujet, pour savoir si ça vaut quelque chose ou pas. Vous voyez ? Et moi, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est cette profusion de... Et vous avez des choses qui sont... Alors, c'est agriculture biologique, je ne sais pas trop quoi, mais d'un autre côté, ça ne vous dit pas que vous avez la moitié qui est importée de Chine, ou le 3/4 qui sont ceci, ou c'est pas bon pour la santé. Enfin, ça devient très compliqué quand même. Donc, je serais ravi qu'on puisse s'appuyer sur des labels de qualité, mais il en faudrait 2 ou 3. Et on n'aurait pas le droit d'avoir les autres qui sont juste du marketing. Ça, ce serait formidable. Sans vouloir trop allonger, parce que je crois qu'on a déjà dépassé le temps un petit peu, mais est-ce qu'il y a un consensus à peu près établi sur le chiffrage des ressources qu'il faudrait partager entre les plus aisés et les moins aisés pour donner les moyens d'une transition satisfaisante, sachant que ce n'est pas qu'une question de ça, il y a aussi une question des relations sociales, etc. Et vous l'avez bien dit, mais il y a quand même cette affaire du partage de ressources qui est quand même une chose, qui peut être un moteur, et puis c'est corrélé à d'autres facteurs que vous avez donnés. Est-ce qu'il y a un chiffrage à peu près établi sur ça, ce partage qu'il faudrait faire ou... Alors, il y a beaucoup de choses qui existent, mais je ne connais rien qui ne soit pas politique, par construction. C'est-à-dire que la façon dont vous allez concevoir le problème révèle votre orientation politique, et savoir est-ce que vous préférez que tout le monde ait la même chose ou que chacun ait la capacité de créer son propre avenir. Voilà, pour le dire très simplement. Donc, on va y trouver ce qu'on a envie d'y voir.
Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, la répartition des émissions, typiquement en 2050, il faudrait que tout le monde soit à 2 tonnes par personne. Je pense que tout le monde a entendu ça. Ça, c'est pour ce qui est la partie la plus facile. C'est comment est-ce qu'on se répartit les tonnes qui restent quand on aura tout bien fait. Bon, ben ça n'a pas de sens, parce que vous en avez qui sont à 20 tonnes aujourd'hui et d'autres qui sont à 0,8 tonnes aujourd'hui. Ceux qui sont à 0,8 et qui veulent le rester, on ne va pas leur demander de passer à 2 juste pour... Enfin, vous voyez, ça, et à l'Éthiopien, il faut absolument qu'il passe à 2 tonnes, parce que c'est une question de... Est-ce que vous ne pouvez pas émettre un peu plus? Bah non. D'autant qu'a priori, il va s'électrifier avec du solaire et que donc, a priori, il ne va pas... Bon. Donc, c'est juste pour donner un exemple qui est vraiment... La division par 8 milliards, ça ne pose que des problèmes. Voilà, parce qu'on n'est pas à 8 milliards égaux du tout. Et c'est pas sain d'imaginer qu'on va l'être. Et il y aura... Enfin, je ne sais pas sur quelle planète pensent les gens qui se disent « Ah, bah, le type qui a 200 000 balles aux États-Unis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner 80% de ça à des gens qu'il ne connaît pas, et donc ça va aller mieux. » Non, personne ne va jamais faire ça. Ever. Jamais. Donc, je pense que là, il y a... Enfin, je connais pas bien la nature humaine, mais enfin, depuis que je suis dans le métier, il y a des trucs, ça ne passera pas. C'est pas possible. Il y a plein de choses qui se font. Donc, par exemple, la France est l'un des pays les plus redistributeurs au monde. Par exemple. Et si vous demandez à tout le monde, faites un micro-trottoir, ils vont vous dire que les inégalités, c'est insupportable. Voilà. Qu'est-ce que vous choisissez dans les 2 moitiés de l'histoire? La première ou la seconde? Est-ce qu'on peut être encore plus redistributeur avec les inégalités qu'on a? C'est une question ouverte, mais en tout cas, prendre ce qui... Alors, évidemment, si on pense à la quinzaine de personnes qui vivent avec plus de 10 milliards, la question, elle se pose. Évidemment, on a tous envie de prélever un peu dans ceux qui ont plus que nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se pose cette question, par exemple dans la salle, pour l'ensemble de l'humanité, il n'y en a pas un d'entre nous qui ne doit pas se délaisser de la plus grande partie de ce qu'il a pour aider des Éthiopiens et des Indiens. Pas un. Mais beaucoup, hein, au sens que nous, on se retrouve dans la rue parce qu'on ne peut pas vivre dans notre économie d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'en parité de pouvoir d'achat, c'est déjà nettement plus compliqué qu'en flux normaux. Et puis, il y a toute la politique, la géopolitique, les rapports de pouvoir. On le voit avec l'autre qui veut envahir le Groenland pour récupérer les terres rares. Bon, on voit bien que la logique de « on va redistribuer de façon peaceful », ça ne marchera jamais. On peut redistribuer de manière intentionnelle et intelligente, et c'est ce qui se fait, et ça, on peut le faire plus. Alors, pas de bol, c'est la première chose qu'il a coupé. USAID, par exemple, il a coupé la capacité des États-Unis à aider d'autres à se développer. Bon. Ou les fonds, le Global Climate Fund, par exemple, c'est des centaines de milliards qui sont... donc c'est un pool de pays développés qui donnent de l'argent pour aider les pays du Sud à se développer, etc. Donc la mécanique... alors là, je sors vraiment complètement de mon domaine de compétences parce qu'il y a des gens bien plus calés que moi, mais la mécanique de redistribution des fonds, en particulier inter-État, qui s'est construit depuis 1945, elle a donné des instruments qui sont quand même relativement efficaces. Enfin, l'AFD, aujourd'hui, distribue de l'argent pour aider les pays en voie de développement, faire plein de choses, etc. S'appuie sur l'IRD pour pouvoir le faire de manière scientifique. Enfin, il se passe plein de choses quand même. Mais ce n'est pas au sens de... nous, on va... Enfin, c'est une petite partie de nos impôts, entre guillemets, une toute petite fraction qui aide les autres à développer leur économie. Vous voyez ? Voilà. Et donc, dans le côté ressources, parce que votre mot c'était ressources, là ça devient très 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 compliqué, parce qu'il n'y a pas une ressource, il y a des centaines de... le tableau de Mendeleïev, ça vous fait déjà un certain nombre d'éléments. Mais la plupart ne sont pas en danger critique de disparaître. C'est juste qu'il y a une question d'offre de demande et qu'il y a des endroits sur la planète où vous n'en avez pas. Donc typiquement, là, si demain on n'avait plus de... si on se faisait couper les vivres par la Chine, notre économie, elle s'écrase du jour au lendemain parce qu'on n'a pas de terres rares. Et que remettre en place des mines et tout ça, ça prend 10 ans. Bon. Donc on peut faire ça, on peut voir, il y a les droits de pêche par exemple, c'est un autre exemple, il y a des endroits où il n'y a plus de poissons, d'autres où il y en a, les États achètent des droits de pêche, donc ce faisant, ils payent pour avoir un peu d'accès aux ressources. Donc l'économie mondiale et la mondialisation, à plein d'échelles, c'est une forme de risque géant où tout le monde joue un peu à la redistribution des ressources en s'assurant que c'est plus ou moins équitable. C'est exactement ça que Trump veut mettre de côté pour se dire, bah non, on va revenir au truc le plus simple, la loi du plus fort, parce qu'au moins ça,
D'abord, lui, il comprend, enfin, il croit comprendre, et il pense que c'est plus simple. Bon, évidemment, ça ne marchera pas du tout comme ça, parce que la seule chose qu'il va faire, c'est lui contre tous les autres, et ça ne va pas du tout fonctionner comme il l'entend. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que ce à quoi on aspire de nos voeux, une bonne partie de ce qui a été construit depuis 1945 sert à ça. Alors, peut-être que ce n'est pas assez efficace, et peut-être que ça ne marche pas assez bien, mais il y a un grand principe là-dessus, de redistribution des ressources. Et ça dit fondamentalement que dans le gâteau qu'on doit se partager, tant qu'il n'a pas cru suffisamment pour qu'on soit à l'aise avec le mode de redistribution, il n'y aura pas de transfert. Donc la croissance économique d'épuiser les matières, etc., elle va continuer de toute façon. C'est obligatoire, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui vivent dans des conditions trop difficiles. Et ce qu'il faut, c'est qu'on trouve les moyens de le faire, y compris, en particulier à commencer par chez nous, où il y a une grande partie de l'argent qu'on gagne qui n'est pas utilisé à des fins qui nous aident le plus, nous, à nous développer. Et là, je pense qu'il y a des exemples, enfin, on le voit, hein, il y a des exemples culturels qui montrent qu'on est en train de prendre un virage sur la relation à la richesse matérielle, à la richesse spirituelle, à d'autres formes de richesse, ou la richesse du lien. Enfin, et je pense que c'est là où il y a quelque chose à creuser, au même titre que d'autres pays peuvent le faire. Mais si vous connaissez l'Inde, qui est en général citée par tout le monde pour dire oui, mais regardez, ils ont une grande richesse intérieure. C'est vrai qu'ils ont une grande richesse intérieure et ils ont des millénaires de richesse spirituelle, mais ils veulent tous la même vie que nous. Hein. Sauf ceux qui sont détachés de leur corps et qui vivent dans l'ascèse. Mais il y en a plein, hein, et ils sont absolument remarquables. Et c'est vraiment des gens très, très impressionnants. Mais la plus grande partie de la population, ce qu'ils veulent, c'est une meilleure vie. Et donc, ça passe par plus de transport, plus d'éducation, plus de soins, et donc, c'est une machine qui se construit. Et ce qui se traduit nécessairement par plus d'extraction, par plus de terres mises en agriculture, et sinon pas les bonnes méthodes suffisamment mécanisées pour pouvoir produire, ça va se faire au détriment des forêts qu'il va falloir déforester, etc. Donc pour arriver à concentrer l'utilisation des... Je pense que ce qui est important, c'est de dissocier les ressources renouvelables et non renouvelables. Les ressources, il y a un principe fondamental, c'est si vous ne pouvez pas le faire pousser, vous allez devoir l'extraire. D'accord ? Mais si vous ne pouvez pas le faire pousser, vous devez devoir l'extraire. La réciproque est vraie. Si vous ne pouvez pas l'extraire, vous allez devoir le faire pousser. Alors si on remplace des trucs parce qu'on n'aime pas les mines, mais que pour ça il faut cultiver des centaines ou des milliers d'hectares ou des millions d'hectares de trucs qui vont stériliser complètement les écosystèmes locaux, qui vont créer des déficits de carbone pas possibles, mais c'est la réalité aussi. Je donne un exemple avec les biocarburants, mais si on veut remplacer le pétrole par des biocarburants, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez stériliser des millions d'hectares pour produire du maïs qui va servir à faire du biocarburant. Ça n'a aucun sens. Enfin si, ça en a, faire tourner des voitures. Mais si vous ne pouvez pas l'extraire, vous allez le miner. Donc les ressources, elles peuvent se substituer, mais tant que vous n'arrivez pas à assurer un certain niveau de vie à vos populations, vous allez devoir extraire ou faire pousser. Et faire pousser, ça veut dire, entre guillemets, extraire de la surface. Et on a vu qu'on était en train d'atteindre les limites là-dessus. Donc ça, vous touchez à une question essentielle, mais pour moi, je pense que le débat en France, on le prend sous l'angle des inégalités, qui est la conclusion du début. C'est-à-dire, si on a compris tout ça, on voit que la question des inégalités, elle arrive après, c'est la variable d'ajustement, malheureusement. Donc on peut essayer de faire un maximum pour que ça soit le moins inégalitaire possible, ce qui n'est pas la même chose de proclamer l'égalité absolue d'abord et de voir ce qui va se passer après. Parce qu'en fait, ça ne marche pas, ça ne rentre pas dans le truc. Mais enfin, votre question est magnifique, hein, et ce que j'essaye de dire, c'est que, moi, de ce que j'ai compris, hein, parce que je n'ai pas non plus pas la vérité absolue, mais c'est que ces sujets sont tellement difficiles et sont tellement polydimensionnels, si vous voulez, que vous pouvez l'attraper par plusieurs bouts. Et évidemment, on a le sentiment, vu de l'extérieur, en tout cas quand j'ai commencé à 25 ans, c'était mon impression, qu'en fonction de votre bord politique, vous n'avez pas la même réponse à apporter. Tant qu'on en est à ça, c'est qu'on est à la surface des choses. Parce que le corps scientifique, que je vous ai présenté rapidement, il est le même qu'on soit de droite, de gauche, qu'on soit bleu, jaune, vert ou rouge.
Voilà. Le corps, il est le même. Et donc, la façon dont on va traiter le sujet, lui, il va être politique. Et si on fait ça bien, ce que j'espère, on essaye d'unifier les revendications légitimes de la droite, du centre et du gauche, plutôt que de les exclure en se disant que, comme c'est moi qui ai raison, on va les défaire. Parce qu'en plus, après, vous créez une instabilité politique qui fait que ça change tous les 5 ans, voire tous les 2 ans, voire tous les 3 mois maintenant. Et donc, il ne se passe plus rien. Parce que tout ce dont on parle, c'est des investissements colossaux, c'est en innovation. Après, c'est de la transformation industrielle. C'est des choses qui... et si on veut transformer l'éducation, qui est quand même notre sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait que ça puisse prendre à l'échelle d'un pays, il faut changer nos manières de concevoir les choses. Il vous faut des processus très longs. Changer un pays par l'éducation, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait. Ça prend 10 ans. Si vous changez tous les 3 ans de couleur de drapeau et que les gens s'auto-annihilent les uns les autres, on ne fait plus rien. Donc on a besoin d'établir une confiance et de s'écouter entre ceux qui sont dans les différents camps. C'est ça qui est. Nier l'importance de la croissance économique au nom de la justice sociale, ça n'a aucun sens, mais aucun. Nier l'importance de l'environnement et des problèmes sociaux au nom de la croissance économique, ça n'en a pas plus. Vous voyez ? Et c'est là où il y a quelque chose qui doit être ajusté dans la conception même qu'on a du politique. Merci Gaël Mingui, parce que tu as conclu le festival Devenir avec beaucoup de questions. C'est un peu un grand classique à Citéco. Merci à ceux qui étaient là il y a 96 heures quand on a lancé le festival, parce que là, ça y est, on est sur la fin. Comme vous êtes les plus résistants, on va vous faire un cadeau. La saison thématique économique s'arrête avec le festival. On était très contents. Il faut savoir qu'il a lutté, je t'ai vu de loin, s'il était grippé. Gaël, pour conclure, juste pour vous dire, on reprendra nos questions à la Cité de l'économie autour d'un nouveau thème à l'automne prochain. Ça sera autour d'une grande question. On l'avait vu ça avec notre conseil scientifique en 2024, parce que tout le monde va penser qu'on saisit à un moment politique. Nous allons poser les questions de la mondialisation, de la globalisation, de ces déséquilibres, mais également en fait, de ces fragmentations. Donc je vous donne rendez-vous en octobre 2025 pour repartir sur un nouveau thème. Pour ceux qui étaient avec nous cette saison, c'était le travail. Vous dites, mince, j'ai raté, c'est pas grave, tout est sur YouTube. Si vous étiez avec nous avec Société de consommation à 2 ans, vous dites, mince, j'étais pas là, bah, du coup, c'est sur YouTube aussi. Et si vous dites, mince, j'étais pas là en fait hier, bah, ça sera sur YouTube demain. Donc comme ça, vous aurez un rattrapage de tout. Encore un grand merci d'être avec nous, pour certains depuis le départ, parce qu'il y a 2-3 visages, je les ai vus jeudi soir. Donc mais un grand merci à Gaël et au travail en fait qui est mené par le Learning Planet Institute, dont on est très fiers à Citéco d'être aussi partenaire et de participer à ces événements-là. Et puis merci à vous aussi de venir. Juste un petit élément. C'est plus de 2800 personnes en fait, qui sont venues à Citéco sur ces 4 jours. La billetterie est presque fermée, donc on peut le savoir. On se dit que c'est déjà un micro premier pas vers la suite. Merci à vous, belle continuation. La Cité de l'économie ne ferme pas. Et encore un grand merci à Gaël Mingui d'avoir conclu ce festival.